Président, pourquoi la Sarthe, pourquoi le département est-il autant impliqué dans le sport? Alors, il y a beaucoup de raisons et ce serait très long de le faire et je pense pas que vous soyez tous venus pour m'entendre le dire très longuement, mais en tout cas, en quelques mots, le sport, c'est tout un tas d'avantages. C'est d'abord un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur d'attractivité, d'animation de nos territoires. Et donc, les politiques des collectivités locales, au-delà de celles du département, c'est de favoriser les pratiques sportives avec des objectifs qui sont des objectifs simples. D'abord parce que le sport, c'est une fête, c'est une façon de pratiquer une vie, d'avoir une expression corporelle qui, on sait, est bonne pour la santé, mais c'est aussi des règles, ce sont aussi des valeurs dont vous venez de parler tout à l'heure, ce sont beaucoup d'éléments qui nous permettent de favoriser les développements des pratiques. Et elles sont nombreuses puisque le nombre de licenciés dans notre département est très important. On a près de 140 000 licenciés sur une population de 580 000 habitants. Évidemment, ça représente une proportion très importante. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire de voir que au-delà de cet aspect pratique, il y a un véritable engouement, même pour ceux qui pratiquent pas complètement du sport et qui trouvent que les Jeux Olympiques, c'est un moment où on va partager des valeurs et on va pouvoir distinguer un certain nombre de nous qui sont des champions. Et j'en profite pour les remercier très sincèrement de leur présence ce soir. Président, nous sommes bien en 2024, mais la Sarthe est labellisée terre de jeu, je crois, depuis 2020. Quelles sont les actions qui ont été mises en place ou qui vont l'être, justement, dans ce cadre? Alors, terre de jeu depuis 2020, effectivement, on a déjà entrepris un certain nombre d'opérations, dont la plus importante avait été lors de la foire des 4 jours du Mans, où il y a plus de 100 000 personnes qui se sont pressées pour l'exposition sur les Jeux Olympiques, notamment ces premières Olympiades de 1900, où une femme sartoise gagnait dans une discipline qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le croquet. Mais il faut le savoir quand même qu'on a déjà eu une illustration féminine dans ce domaine. Et puis, bien sûr, d'autres manifestations dans les territoires, parce que c'est une fête qui doit se partager, non seulement au Mans, mais dans toute la Sarthe, à travers des expositions, des conférences avec un certain nombre de personnes qui viennent parler du sport. Et puis ce soir, bien sûr, cette grande manifestation tant attendue pour laquelle vous êtes présents. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Messieurs, dames, pour tous les trois, président Dominique Lemener, Nicolas Carnec et Serge Danilo. Vous allez pouvoir rejoindre nos amis dans la salle, en effet, et laisser place à 3 autres passionnés de sport qui vont avoir pour mission ce soir d'interroger nos héros, héroïnes aussi. Il est chef des sports du Maine Libre. Raphaël Caillot nous rejoint. Il est journaliste sport à Ouest France. Yvain Pro nous rejoint aussi. Et mesdames et messieurs, il est journaliste forever. C'est aussi un excellent historien du sport. Bruno Palmé nous rejoint aussi. Et vous pouvez bien sûr l'applaudir. Prenez place, les amis. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans cette salle ce soir, clairement. Mais par contre, il est bel et bien présent par la pensée. Il a tenu à nous le dire à travers une vidéo. Vos applaudissements pour Joe Wilfried Tsonga. Et le message arrive. Bonjour à tous, bonjour la Sarthe, bonjour le Mans. On est à J-100 des Jeux Olympiques. On va passer un été merveilleux, en tout cas pour tous ceux qui aiment le sport. Je suis désolé de pas pouvoir être là aujourd'hui. J'aurais aimé être parmi vous. Malheureusement, j'ai des choses qui me contraignent, mais je pense à vous. Je vous ai amené un petit cadeau. Voilà. Une médaille d'argent de Londres. Je suis pas seul à en avoir dans la Sarthe, on est plusieurs, donc je salue évidemment ceux qui en ont eu avant moi et ceux qui en auront après moi. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée et je pense fort à vous. Allez, salut, à bientôt. Joe Wilfried Tsonga. Bonsoir de nouveau, messieurs. Bonsoir, Bruno Palmé. Vous vouliez revenir sur Joe Wilfried Tsonga pendant quelques instants? Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Il devrait fonctionner, moins que quelqu'un est appuyé sur mute. Voilà, c'est bon, on entend que ça fonctionne. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, alors le président a effleuré le sujet tout à l'heure concernant l'histoire des Jeux Olympiques et la Sarthe, parce qu'on peut dire qu'elle est vieille comme le monde, puisque la première sartoise à avoir participé aux Jeux Olympiques, c'est Jeanne Filleul-Broy, née Edgens, qui est originaire du village de Saint-Corneille
et qui a participé aux Jeux en 1900. Alors à l'époque, c'était dans le cadre de l'exposition universelle. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, qu'en fait, Jeanne Filleul-Broy est la première femme de l'histoire des Jeux Olympiques, donc en 1900. Elle participait donc à la discipline du croquet avec sa cousine, mademoiselle Goyer, et la femme du président de l'époque. Voilà. Donc en 1900, c'est quelque chose d'incroyable, parce que les femmes n'avaient pas été admises lors de la première Olympiade, et elle a participé donc en 1900, ainsi que son frère au croquet, et son frère participait aussi à l'équitation. Voilà. Un petit clin d'œil, puisqu'on parle de 1900, qu'on est une terre d'automobile. Il faut savoir que l'automobile, à 2 reprises, a été intégrée aux Jeux Olympiques. C'était en 1900 et en 1924. Et là encore, en 1900, il y avait un Sartois, Henri Fournier, un Manceau donc, qui a participé à une épreuve de longue haleine, Paris-Toulouse-Paris. Donc 1400 km à parcourir, qu'il a terminé d'ailleurs sur une 2 Dion-Bouton. Voilà, donc c'est 2 illustres participants aux Jeux Olympiques. Parmi la bonne trentaine, je crois que j'en ai recensé 34 sportifs sartois qui ont participé aux diverses Olympiades, avec 12 médailles à leur crédit et des médailles d'or. On en parlera tout à l'heure avec Sylvain Noué, bien évidemment, le handballeur, mais aussi Achille Souchard en 1920, qui était champion du monde par équipe de vélo sur route. Et puis un certain André Joussaume d'Ivray-l'Évêque, qui a été 2 fois champion du monde d'équitation en saut d'obstacle. Voilà. C'était la petite note historique. Quelle science! Yvain, prenez le micro également. On va se dire bonsoir. Prenez le micro. Bonsoir Yvain. Bonsoir Bruno et bonsoir à tout le monde. Bon, vous avez vos questions? Elles sont prêtes. Parfait. Cuisinez bien nos invités ce soir. On a envie qu'ils puisent au plus profond d'eux-mêmes des souvenirs, des émotions. Bonsoir Raphaël Caillot. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Bon, prêt également. Bravo aussi déjà pour tout ce que vous avez fait. Je l'ai pas dit, mais c'est génial de vous lire. La Sarthe se prend au jeu? Oui, de toute façon, tout le monde va se prendre au jeu là, pour les prochains mois, les prochaines semaines. Je pense que l'excitation va monter. Génial. Mesdames et messieurs, c'est le moment du premier plateau. Attention, je vais quand même surveiller la montre de temps en temps, parce que c'est vrai qu'avec vous, les bavards, mais prenez-le bien, c'est très élogieux, on pourra aller très très loin dans la soirée. Un plateau égale 25 minutes. Et ensuite, mesdames et messieurs, si vous avez aussi envie de poser des questions, et c'est normal, vous pourrez le faire. Une vidéo pour accompagner aussi l'appel, la venue sur scène de nos invités. Le premier plateau, 3 noms. Top vidéo, c'est parti. Regardez bien l'écran. Qui va nous rejoindre et pourquoi? Laurence Le Boucher nous rejoint. Regardez le palmarès sur la gauche. Oh, basketball paralympique. Sylviane Luçon est également avec nous. Sylviane, rejoignez-nous. Et mesdames et messieurs, cyclisme, Laurent Brochard nous rejoint aussi. Oui, je vous en prie. Voilà, Laurent. Voilà, venez, hop, prenez place. Et encore une fois, bienvenue, parce que ça va être l'occasion, voilà, peut-être de ce côté-ci, on s'arrange, on est bien. Voilà. Ou peut-être en effet, Laurent, on se passe de l'autre côté avec Sylviane. Voilà, ça va être très bien, aussi pour le cadrage. Et pour nos invités. J'ai l'impression que vous avez amené un très joli textile, mais ne le montrez pas maintenant, on n'a rien vu. Messieurs, c'est à vous. Top départ, 25 minutes. Bon, on va surveiller alors. Écoutez, on va commencer d'abord avec Laurence. On avait une question parce que les jeux, évidemment, au-delà de l'aspect sportif, l'aspect objectif sportif pour un athlète, c'est aussi tout un cérémonial, tout un rendez-vous, de pouvoir partager des choses avec tous les sportifs du monde entier. Et vous avez eu la chance, parmi les Jeux Olympiques auxquels vous avez participé, de faire une cérémonie d'ouverture, notamment en 92 à Barcelone. Alors, vous n'aviez pas couru cette année-là, mais vous avez pu participer à cette cérémonie d'ouverture. Et on voulait d'abord aborder ça parce que, voilà, c'est un moment important. Et qu'est-ce que vous en avez retenu de cette cérémonie à Barcelone, devant beaucoup de personnalités, je crois, à ce moment-là? En fait, bonsoir à tous. Ça reste un des plus beaux souvenirs, surtout que j'étais jeune. Ça faisait 3 ans que je faisais du vélo, donc c'était vraiment tout récent. Et donc, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que là, vous retrouvez à défiler, à représenter le pays
Donc vous représentez la France, en fait, ça sort de votre discipline. Donc les Jeux, il y a beaucoup d'engouement autour de l'événement. Donc c'est ce qui est très particulier. Par contre, sportivement, on reste concentré, que ce soit les Jeux ou un championnat du monde, un championnat d'Europe. Sportivement, on est cadencé. C'est tout ce qui se passe, la vie autour de l'événement qui est différente. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs d'avoir pu défiler à 20 ans. J'étais jeune, je sortais de Massart, grosso modo. J'avais fait quelques grands événements, mais pas un événement aussi important. J'avais fait les championnats du monde, mais là, ça dépasse, en fait, vous vous retrouvez avec toutes les disciplines, les basketteurs, voilà, les athlètes, toutes disciplines. Il y avait les tennisman, Guy Forget, Henri Lecomte. Donc ça me rajeunit pas. Hein. Donc vous pouvez faire les calculs. Donc c'est vrai qu'on défile devant le président de la République, la reine d'Angleterre, etc., tous les officiels. Et c'est vrai que c'était émouvant. Pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs parce que malheureusement, j'ai beaucoup participé. Donc c'est très bien l'esprit participatif. Mais quand on est compétitrice, ça suffit pas trop pour se satisfaire. Donc il me manque quelque chose dans mon palmarès. Voilà. On y reviendra. Laurent, bonsoir. Vous, pas de cérémonie d'ouverture dans votre parcours olympique, mais une cérémonie de clôture, si je me trompe pas, à Atlanta en 96. Est-ce que ça avait un petit peu la même saveur que ce que vient de raconter Laurence ? Effectivement, c'est pas du tout la même chose que Laurence. C'était beaucoup plus festif. Le partage était vraiment formidable. Je crois que de partager, en tous les cas, se rencontrer tous les athlètes, de voir quelques têtes qu'on voit seulement à la télévision, même si nous aussi on y passe. Mais oui, c'était ça qui était surtout impressionnant, c'est de tout ce partage, cette fête et de voir tout le monde très content d'avoir passé, malgré les médailles ou pas de médailles, d'être là, être présent. Et entre cette cérémonie d'ouverture, cette cérémonie de clôture, il y a toute l'édition avec notamment la vie sur le village olympique en dehors des épreuves. Alors je sais qu'en tant que cycliste, vous n'y êtes pas forcément tout le temps, mais est-ce que vous avez pu vivre quelques moments dans ce village, peut-être quelques anecdotes aussi avec d'autres sportifs ? Alors effectivement, pour nous les cyclistes, c'est compliqué de rester dans le village puisqu'on s'entraîne sur la route, on a besoin de faire des reconnaissances et des choses comme ça. Donc, moi, j'ai eu de la chance, comme Laurence, d'en faire plusieurs. J'en ai fait 3 JO. Donc, à chaque fois, chaque année, j'ai réussi à faire 2-3 petites choses un petit peu extra sportifs. Donc oui, j'ai pu loger quand même 2 jours, 2 nuits au village après les compétitions. Ça, c'était aussi un moment important parce que on aime aussi partager et voir ce qui se passe. Et toutes les infrastructures aussi qui sont mis en place. Donc ça, c'était plutôt bien. Je les ai fait à Sydney, moi. Donc oui, un endroit magnifique aussi. Et après aussi, d'aller aussi sur des sites, aller voir aussi d'autres épreuves. J'ai eu cette occasion-là aussi, cette chance. Et voilà, il a fallu quand même faire 3. Donc c'était quand même compliqué de faire tout à la fois. Malheureusement, comme Laurence, j'ai pas eu de médaille. On a fait ce qu'on a pu, en tous les cas pour la nation. Et le plus important, c'est surtout de porter le maillot tricolore, et ça c'était quelque chose de très très important, de pouvoir y participer déjà au moins une fois. Et comment elle est cette vie justement sur le village olympique ? La vie, beaucoup d'athlètes sont là aussi pour la compétition, donc très concentrés. D'autres sont plus, ils ont la chance de pouvoir venir courir en tous les cas avec des grands athlètes. C'est ça aussi, ce partage avec pas des mauvais puisqu'ils sont qualifiés, il y a des minima, donc mais de venir en tous les cas y participer. Il y en a, ils sont là pour participer. Donc c'est ça aussi qui était important, c'est de pouvoir voir toutes ces nations et tous ces sports en tous les cas partager toutes les expériences de chacun. Bonsoir Sylviane, vous étiez à Barcelone également en 92 comme l'était Laurence aux Jeux paralympiques. Oui. Qui sont toujours un peu moins médiatisés que les Jeux Olympiques, qu'il était encore plus à l'époque. Beaucoup mieux. Ouais, de mon temps, c'était pas du tout. Et comment donc était la vie aussi avec la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, la vie sur le village olympique ? Est-ce qu'il y en avait une ? Je vais pas mettre un carbone pour leurs impressions. La cérémonie d'ouverture, moi j'ai eu la reine d'Espagne, moi qui était là dans les tribunes, et c'est vrai que quand on pénètre sur le stade et qu'on voit tous ces gens qui nous applaudissent, moi je me suis posé la question, mais qui suis-je pour être là, quoi ? Ça a été vraiment un moment très 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 fort. Et même
j'ai pleuré 3 fois pendant la cérémonie parce que je pensais à tous ceux qui m'avaient donné un coup de main, ma famille, mon patron. Enfin, c'est une autre planète. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. C'est pas la même planète. On est, je veux pas dire qu'on est hors jeu, c'est pas le cas. Moi non plus, j'ai pas une médaille. Je ne suis pas d'accord avec Monsieur de Coubertin qui dit l'essentiel, c'est de participer. On a été déçus, c'est vrai. Mais c'est un souvenir. Je crois que je l'emmènerai jusque dans la tombe, quoi. Et la cérémonie de clôture, on s'est lâché. Et on s'est lâché en regardant quand ils ont éteint la flamme. Ils ont envoyé un feu d'artifice avec une étoile pour aller vers Atlanta. J'avais trouvé, et on s'était dit nous aussi on ira à Atlanta. Et puis non, voilà. Sylviane, justement, Frédéric Cataneo prépare sa 5e Olympiade, lui, en tennis fauteuil. Il est d'ailleurs excusé aujourd'hui puisqu'il participe demain à une compétition. Je crois qu'il a pris l'avion. De quelle manière, comment vous appréciez aujourd'hui la reconnaissance, on va dire, méritée du sport paralympique par rapport à 1992, ce que vous avez vécu, vous, et aujourd'hui, la reconnaissance méritée, on va dire, des athlètes que vous êtes et que vous étiez? Moi, je ne peux être que satisfaite. Déjà, lorsqu'ils ont commencé à donner le titre de sportif de haut niveau, moi, je suis peut-être un peu vieille, mais de mon temps, ça n'existait pas. Mais vous avez été capitaine de l'équipe de France. Oui, j'étais capitaine, mais j'étais bénévole. Ça aussi, c'est une différence. On en reparlera tout à l'heure avec d'autres invités. J'y suis allée avec mon cœur, et puis voilà. Et puis, comme les autres filles, on s'est bagarré pour y aller, on s'est bagarré. Et vous étiez aidé par la fédération? Il fallait se débrouiller par ses propres moyens, presque? Au niveau des préparations, la Fédé nous aidait un peu, mais c'était surtout la commission de basket, mais les filles n'avaient aucune reconnaissance. On n'avait pas de reconnaissance. Je vous dis, on s'est battu pendant 5-6 ans pour refaire l'équipe de France, et on a réussi à aller à un championnat d'Europe en Espagne. Il fallait être dans les 3 premiers. On a fini 3e et la voie était ouverte pour Barcelone. Est-ce que le fait justement d'avoir été capitaine aussi pour un événement, ça redouble encore la fierté? Pas trop, mais donc je crois que, comme disait Laurence, c'est d'avoir le maillot tricolore sur c'est magique. C'est vraiment magique. On l'a pas dit tout à l'heure, Laurence, donc ça, Léonard-des-Bois, Fresnay-sur-Sarthe, c'est vraiment le Nord-Sarthe, elle a porté les couleurs du département. Et vous, Sylviane, vous étiez licenciée au quel club sartois? J'étais en Handisport Le Mans. J'étais à l'origine de la création du club en 75. Merci. Laurence, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure également. Vous avez participé à 4 Olympiades. Vous avez été présente même sur 5 Olympiades. Par contre, vous n'avez jamais réussi à décrocher cette médaille. Est-ce que ça reste un regret au vu de votre carrière? C'est une ligne qui manque, c'est vrai. J'avoue que ça aurait été bien de passer le cap de la médaille. Il y a 2 Olympiades où j'aurais pu performer, où j'allais vraiment... j'ai eu des regrets, en fait. On peut pas avoir de regrets, en fait. J'ai fait le maximum. Je disais toujours, au départ d'une course, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de regrets. J'allais pour gagner à Sydney. J'avais été championne d'Europe 3 semaines avant, donc j'avais tablé ma course. En fait, ma tactique, c'était de calquer ma course sur Paola Pezzo, qui a été championne olympique à Sydney, alors qu'il y avait d'autres favorites. Mais sa façon de courir, je me disais, là, je vais me caler sur elle, parce qu'elle a de l'expérience et elle était championne olympique en titre. Malheureusement, une chute au bout de 30 secondes de course, ça y est, tout s'écroule. Hein. En fait, toute votre préparation olympique s'écroule. Parce que vous pouvez plus performer à ce niveau-là en perdant 30 secondes au bout de 2 minutes de course. C'est pas possible. Vous vous retrouvez derrière, puis c'est fini. Bon, heureusement, j'ai pas été blessée gravement, parce que sinon le retour en avion de 25 heures aurait été pénible. Donc déjà, au moins, j'avais pas ça. Je suis revenue avec mes 2 bras, mes 2 jambes, mais bon, c'était fini, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport. C'est aussi... Et à Athènes, là, j'ai un problème mécanique. J'ai eu rarement des problèmes mécaniques. En 20 ans de carrière, je crois que ça m'est arrivé, je sais pas moi, peut-être, à Athènes.
Je crevais rarement. J'ai dû avoir deux, trois crevaisons dans ma carrière. Voilà, j'avais un pilotage propre. Et finalement, j'ai la chaîne qui se coince entre les rayons et la cassette derrière, les pignons. Donc je peux vous dire que la moto balai est passée devant moi à 2 reprises. Donc pour vous dire où j'étais au premier tour. Et donc j'ai dû jouer avec mes manettes, etc. Parce que j'avais un dérailleur inversé. Donc plus mon câble se détendait, et plus ça allait dans les rayons. Donc plus ça allait, moins je pouvais mettre du braquet pour monter les côtes. Donc c'était pas très pratique de faire les jeux comme ça et je termine 8e. Là j'étais un petit peu énervée. Mais bon, je me suis dit, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc c'est les 2 fois où je suis passée vraiment à côté de quelque chose dans ma carrière. Parce qu'après, je peux pas avoir de... Voilà, après c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et Pékin, j'avais tout donné pour la sélection, je suis arrivée cramée, je suis repartie cramée. Voilà, c'est comme ça. Laurent, de la même manière que vient de le dire Laurence, qui, soit dit en passant, a touché à tout, hein, elle a commencé par le vélo sur route, le VTT, le cyclocross, j'en passe et des meilleurs. Je ne sais pas si aujourd'hui encore tu fais du vélo, mais bon. Électrique et du vélo en basket. Ah voilà. Laurent, elle parlait tout à l'heure, Laurence, de ses ambitions, de ses coups manqués. Est-ce que Atlanta 96, par exemple, ça laisse des regrets ou... Alors déjà des regrets, non, on a eu de la chance que Atlanta, pour nous, les professionnels, c'était la première fois que c'était ouvert aux professionnels, donc d'être sélectionné et d'y participer, c'est vrai que j'avais un petit peu des étoiles dans les yeux. J'ai eu la chance de faire les 2 disciplines, le contre-la-montre et puis la route, donc ça c'est la seule fois que j'ai pu le faire, donc c'était quelque chose aussi assez exceptionnel pour cette première année. Malheureusement, les résultats n'étaient pas forcément les plus probants, mais bon, j'ai donné le maximum. Après, c'est vrai qu'à Atlanta, on avait plutôt un gros leader qui était Laurent Jalabert, donc on a couru beaucoup plus pour lui et on était là aussi pour lui. Donc, à titre personnel, comme bien souvent dans le sport professionnel et cycliste, on a aussi des impératifs d'être coéquipier de temps en temps. Donc, même si on n'est que 5 pour les JO. Donc le résultat, oui, même au niveau national, c'était pas non plus probant. Donc voilà, les autres années, j'avais un peu plus d'ambition parce qu'on pouvait un peu plus le préparer. J'avais un peu plus d'expérience aussi. Mais bon, les tactiques de course, et puis c'était une course assez particulière quand même. C'est une course qu'on ne peut pas neutraliser. On sait jamais quand la course va se faire. Les parcours sont pas forcément les plus difficiles. Cette année, apparemment, peut-être. Donc, on verra bien un petit peu le dessin de la course. Mais oui, ces autres années, en 2000 et en 2004, c'était pas forcément des parcours favorables, en tous les cas, pour mon profil. Mais pareil, je donnais le maximum et le résultat, fait quand même dans les 30 premiers à chaque fois. Mais c'est pas ce qu'on recherche. On cherche toujours la médaille. Mais... voilà, le résultat est comme ça. C'est juste une petite question complémentaire qui vaut pour tous. Est-ce que justement sur le bord de la route, ça vous arrivait de croiser des Sartois qui venaient vous encourager, que ce soit Atlanta, Barcelone, Sydney? Moi, à titre personnel, j'ai pas forcément trop fait attention. Il y a tellement de monde aussi. Il y a des Français, ça c'est sûr. Maintenant, Sartois, peut-être que Laurence, il y en a quelques-uns qui l'ont suivi. Mais ça, oui, il y en a toujours. On a toujours des supporters. La preuve, on voit que la salle est pleine. Donc, on voit bien qu'il y a toujours des gens fervents, en tous les cas, de tous nos sports. Merci Laurent. Et alors Sylviane, vous disiez que vous n'étiez pas forcément d'accord avec cette phrase de Coubertin selon laquelle l'important serait de participer. En 92, vous aviez connu une phase de poule assez difficile avec 3 défaites et vous aviez finalement gagné un match ensuite de classement contre l'Espagne, si je me trompe pas. Est-ce que c'était important de finir cette Olympiade sur un succès? On aurait souhaité faire mieux, ça c'est sûr. Bon, on savait déjà qu'on avait même 2 équipes européennes qui étaient beaucoup plus fortes que la France. C'était la Hollande et l'Allemagne. Bon, après, les Américaines étaient là, le Japon, l'Australie. L'Australie qu'on connaissait puisque j'avais organisé sur Sablé. On avait fait un match à Sablé, un match à Arnage et un match à Ruaudin avec l'équipe d'Australie. On s'était bien débrouillé. Le seul endroit où on a perdu, c'est Arnage, chez moi. Comme quoi. Mais
Ouais, et puis on est aussi quand on est dans une équipe, enfin quand on est dans on emmène le pays avec nous, hein, c'est vrai, et on donne le maximum. Bon, et puis on n'a pas eu non plus une préparation exceptionnelle, hein, comme je vous dis. Moi, je travaillais, hein, les jours de congé, ben c'était pour le basket. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un maire, parce que je travaillais à la mairie, qui m'a offert des jours de congé exceptionnels. Mais c'était pas le cas de toutes les filles. Donc, je me souviens pas quel jour c'était, Barcelone, mais 2 jours après, on était au boulot. Et 2 jours avant de partir aussi. Donc, mais on était prête à tout manger, hein. Il fallait qu'on y aille. On s'était sélectionnés. On y serait allé en fauteuil, hein. Ouais. À l'image de Laurent, vous avez tous encore faim de sport, puisque Laurent a été sacré champion du monde de Gravel en 2023. On peut l'applaudir d'ailleurs, c'est une sacrée performance. Et moi, une petite question subsidiaire, mon cher Laurent, parce que j'ai le souvenir qu'un jour tu m'as dit « j'ai jamais souffert sur un vélo ». C'est vrai? Oui, je peux le dire un petit peu. Oui, c'est bon. Oui, jamais souffert, ça dépend. Ça paraît incroyable. Oui, après, oui, j'ai eu beaucoup de facilités, en tous les cas physiques, qui m'ont permis de réussir cette carrière exceptionnelle. Mais bien sûr qu'il y a des moments que c'est difficile, que ce soit le moral, même le physique aussi de temps en temps. Mais pour moi, oui, la difficulté, c'est pas forcément ça, c'est certainement autre chose. Et bon, après, voilà, on n'est pas tous égaux. Merci Laurent, bravo. Laurence, tu peux nous dire ce que tu deviens, où tu habites, toujours en Sarthe, je crois? Alors moi, j'ai pas changé de QG, hein. En fait, après avoir fait le tour de la planète, je me suis dit la Sarthe, c'est pas mal. Donc toujours Saint-Léonard-des-Bois, les Alpes-Mancelles, donc avec une nouvelle marque, j'ai appris ce soir. Donc et sinon, au niveau sportif, alors moi, c'est très calme le sport. Je garde le vélo comme moyen de locomotion. Donc quand alors là, je suis bientôt en vacances, donc je vais poser ma voiture et une fois que je suis arrivée, parce qu'il y a un petit peu de kilomètres quand même, sinon je passerai mes vacances à aller et revenir. Et donc je circule, j'aime bien voyager et me promener à vélo. Donc juste pour le plaisir, en basket, hein, sans chaussures de vélo, ça change. Et puis non, sportivement, je fais plus grand-chose, mais j'ai gardé le vélo comme moyen de locomotion ou moyen de visiter, parce que je trouve que on fait beaucoup plus de distance qu'à pied. Donc sinon, je me balade un petit peu à pied, mais je préfère le vélo, c'est quand même plus commode et on peut aller plus loin. Donc je suis plus trop sportive et en fait mon travail me permet pas de me libérer beaucoup. Donc entre la maison, le potager. Mon sport, c'est plutôt le potager, en fait, parce que j'aime bien manger, je suis gourmande, en fait. C'est ça. Bravo. Super. Merci, Laurence. C'est bon? Je peux poser une question, un petit peu inspirée par votre problème de dérailleur. On se met quand même pas mal la pression quand on est au JO. Est-ce que l'une des difficultés pour les sportifs, c'est de ne pas se coller une pression qui sort de l'ordinaire parce que les JO, ça sort de l'ordinaire et une pression qui finalement pourrait être à l'origine d'une contre-performance alors que la compétition dont vous apprêtez à prendre le départ, si elle n'avait pas l'étiquette JO, ça se trouve, elle se passerait mieux. Laurence? Je pense que c'est un concours de circonstances parce qu'en fait, moi, j'adorais en fait les grands rendez-vous. J'aimais pas les autres épreuves. Donc c'est pour ça que j'aimais bien les championnats. Alors ça, dès que j'avais un dossard pour les championnats, en fait, c'est là où j'étais focus, en fait, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. J'avais pas des qualités exceptionnelles pour faire les résultats que j'ai faits. Je pense que j'ai bien géré ma barque et j'ai orienté mes résultats parce que je pouvais pas être toute l'année performante. Donc, et je pouvais pas performer sur tous les circuits. Donc, il y a des circuits où je savais, de toute façon, même s'il y avait un championnat du monde, ça ferait pas grand chose, quoi. Donc, par exemple, en cyclocross, j'étais limitée si c'était plat. Si c'était tout plat dans la boue, alors là, j'aurais été un petit peu plus loin que le podium. Donc, en fait,
moi, ça me transcendait plutôt que de m'arrêter et de me mettre la pression. Parce que pour moi, les jeux, c'était pas plus de pression. En fait, ça a été le hasard que j'ai dû remonter un vélo. Enfin bref, ça a été le hasard. Et en fait, la patte de dérailleur n'a pas été réglée par le mécano. C'est du basique. Et l'habitude, c'est moi qui vérifiais tout mon vélo. Et là, je l'ai pas fait. Ouais. Et pourtant, on avait les mécanos. Enfin, tout était carré. Donc finalement, et la chute, bon, ça arrive. Hein, des chutes, j'en ai eu d'autres dans d'autres rendez-vous. Mais là, par quelqu'un moins expérimenté par les quotas olympiques. Et du coup, elle a pris la rubalise dans son guidon. Et puis, ça, on a voltigé à 40 à l'heure. Donc là, le vélo était là, moi j'étais là. Enfin bref. Et puis je me suis dit, c'est par où? C'est par là. C'est par là. Laurent, la même question. On se concentre différemment parce qu'on sait qu'on est au départ d'une course qui compte pour les JO ou non, comme une autre épreuve? Je dirais que oui, on se met quand même une pression supplémentaire parce que on est sélectionné, comme j'ai dit tout à l'heure, nous au niveau cycliste sur route, on est seulement 5. Habituellement, les équipes c'est 7, 8 maintenant aujourd'hui, voire plus à une époque. Donc oui, je pense qu'on se donne une pression parce qu'on est sélectionné par son pays. On doit honorer le maillot. En tous les cas, moi, c'est ce que je veux faire. Je fais toujours d'ailleurs. Donc moi, c'est montrer le maillot, essayer de le mettre le plus haut possible sur la marche. Et bien sûr qu'on se met la pression. Et puis on est là aussi pour la médaille. On n'est pas là pour faire de la figuration. Donc quand on est compétiteur, il faut se mettre la pression. Ouais. Il faut essayer, et réussir en tous les cas à la maîtriser. Sylviane aussi, même question. En plus, vous, c'est collectif. Il faut que tout le monde se mette une pression. Oui, mais une fois qu'on est sur le terrain, la pression, elle y est plus. Hein. Nous, ce qui nous a vraiment étonnés, mais parce qu'on était des débutantes dans cette compétition, et on a été surpris, mais comme des gamines, hein, et pourtant j'étais déjà un peu vieille. Mais le bus nous a amenés, comme les grandes équipes, au bord du terrain, et on n'avait jamais vécu ça. Oh, d'habitude, on descend sur la route. Hein. Et c'est vrai que ça nous a mis une pression. Et alors, la deuxième pression, c'était dans le gym, la salle de Badalone, où avait joué la Dream Team quelques semaines avant nous. Alors là, c'était le Graal. Hein. C'était, ouais, c'est pression. Non, non, je sais pas. Peut-être que d'autres, Manon le dira aussi, mais je crois une fois qu'on y est, on y est. Hein. On y est. Il faut y aller. Alors oui, alors vous avez amené un souvenir, mais textile, gardez-le encore un petit peu. On va voir si la salle va vous coller la pression avec ces questions. Mesdames et messieurs, nous on vous pose la question. Avez-vous une question? Qui souhaite lever la main? C'est toujours délicat. Il y a toujours ce geste-là qui n'est pas facile. Moi, je veux bien le micro. Après, quand une première personne a fait le geste, ah, voilà. Un courageux, une courageuse, je pense un courageux, la lumière des fois ne permet pas d'avoir une bonne appréciation. Bonsoir, votre prénom, levez-vous si vous le voulez bien. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Prénom? Yoni. Vous habitez où? Le Mans. Très bien, votre question? Oui, je voulais poser la question aujourd'hui sur les préparations physiques et surtout mentales, les athlètes. Comment ça se passait avant sur le après? C'est-à-dire que pour retourner à la compétition après un échec, le fait de préparation de 4 ans, d'y retourner, comment on était accompagné et si c'était simple ou pas. Merci. Merci. On peut applaudir votre excellente question au passage. Répond qui veut, car c'est une question collective. Monsieur n'a pas cité de nom, de prénom. Donc voilà, répond qui veut. Allez-y, oui, Sylviane, Laurence. J'allais dire, moi, j'y suis allée qu'une fois. Donc, j'ai pas eu de préparation après pour revenir. Mais après les JO, bon, on a quand même essayé de se sélectionner pour Atlanta. Mais notre fédération n'aimait pas trop les filles. Et ils ne nous ont pas inscrites au championnat d'Europe, qui, si on avait fini 3e, on était qualifiés pour Atlanta. Donc, ça a été vraiment le chaos total. Vraiment, aucune considération. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est Barcelone qui, voilà. Hein. Olé. Laurent. Ouais. Pour moi, c'est assez particulier aussi parce qu'en fait, nous, on a besoin d'être performants pratiquement toute l'année. Enfin, de les cas, à mon époque, aujourd'hui, c'est un peu plus ciblé. Ouais. Les cyclistes professionnels, c'est quand même beaucoup plus ciblé aujourd'hui.
Nous, il fallait être assez présent tout au long de l'année, non seulement pour être qualifié déjà, et puis on a d'autres épreuves très renommées et qu'il faut être présent et honorer aussi eh bien, le sponsor avec qui on court toute l'année. Donc les JO, oui, on les prépare, mais c'est plutôt dans la tête et à titre personnel, individuel, on va dire, parce que tout le long de l'année, c'est quand même pour l'équipe. Donc c'est compliqué. Donc nous, on revient pratiquement 8 jours après, on revient, c'est pour une autre épreuve importante. Donc il faut encore être présent et on se remet encore la pression. Et après, il ne faut pas que ce soit de la dépression. Laurence. Bah moi, en fait, sitôt c'était fini, c'était raté. Et bah du coup, je repartais pour 4 ans. Je me disais, bon, bah ça sera pour la prochaine fois dans 4 ans, faut s'y remettre. Voilà. Et en fait, le plus dur, je crois que c'est pas quand vous perdez. Enfin, moi, c'est pas quand je perdais, c'est plutôt quand vous réussissez. En fait, c'est quand on gagne, c'est de rester mobilisé. Je crois que c'est ça le plus dur. Ouais. C'est pas quand on perd, bah voilà. Enfin, moi, j'ai gagné un titre de championne du monde cyclocross. C'est après avoir été battue au championnat de France, alors que j'avais jamais été battue au niveau national. Ça m'a énervé. Donc, je me suis bien remobilisée pendant 3 semaines et j'ai été championne du monde et j'ai battu celle qui n'avait jamais été battue au niveau mondial. Comme quoi. Nananer. Voilà. Le plus dur, c'est après la victoire. Merci. Qui lève le bras? La deuxième question. Allez-y, n'hésitez pas, messieurs, dames, c'est le moment ou jamais. C'est assez rare, finalement, dans une soirée telle celle-ci, de pouvoir poser des questions à des sportifs, tout simplement. Est-ce qu'on présente le drapeau d'Amiers maintenant? Oh, j'ai envie... je regarde bien encore une fois. Personne ne lève la main. Allez-y, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous trouvez que la France est déjà rentrée dans les JO? J'entends souvent dans les médias, les journaux, la lecture des journaux, les médias radio, télé, que des fois la population française elle pourrait être un petit peu plus mobilisée. Sylviane, je vois qui... Ben, c'est la presse qu'il faut mobiliser. Ah, alors, au plan local, on est quand même pas mal. Ouais, enfin, moi, je suis tous les sports, hein, donc c'est pour ça que je suis contente de voir Manon, parce que vraiment, moi, j'ai découvert le hand avec cette équipe, c'est formidable. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, c'est d'une façon, excusez-moi, messieurs, mais bon, c'est d'une façon générale, je trouve que la presse, un jeu de mots, s'empresse. De nous donner les mauvaises nouvelles au lieu des bonnes nouvelles. Quand on voit Paris, enfin c'est merveilleux que ce soit la France qui organise. Bien sûr, ça va coûter de l'argent, les gens râlent, mais c'est des Jeux Olympiques, quoi. Et après, alors ça pinaille sur. Mais bon sang, il faut la supporter. Il faut les JO à domicile, on n'est pas prêt de les revoir, hein, puisque. Moi, c'est sûr. Hein, genre... Bon, on sait jamais. Laurent Brochard, un avis? C'est-à-dire que oui, au niveau de la presse, on parle pas forcément beaucoup du sport proprement dit. On parle plutôt des infrastructures, de ce qui va se passer, mais les plans A, les plans B, les plans C, et ainsi de suite. Voilà, ouais. Donc, je pense que les athlètes, eux, certainement, sont certainement très très concentrés parce que c'est très très important. Ouais. Et je pense que toutes les fédérations souhaitent que la France en remporte énormément de médailles, ce qui est logique. Bien sûr. Il faut bien le montrer, mais pour le moment, oui, on sait qu'il y a les JO, mais c'est pas une ferveur nationale, ça c'est sûr. Bon, ça va venir, vous allez voir. Laurence, vous êtes d'accord, ça va venir? Moi, je dis qu'on sera dedans à la cérémonie d'ouverture, parce que c'est ça qui lance les Jeux. Ouais. Là, il se passe plein de choses. Mais on sera vraiment dedans quand il va y avoir la flamme qui va s'allumer. Je crois que c'est... Parce que même moi qui ai fait les Jeux, en fait, pour l'instant, on en parle beaucoup, mais les Jeux, pour moi, c'est quand ça démarre. Oui, c'est vrai. C'est le jour J. Enfin, le jour J pour la quinzaine et puis l'autre quinzaine. Mais c'est vraiment là qu'on sera vraiment dedans, les premières médailles françaises, etc. Et c'est là que ça va être vraiment monté en charge. Là, on est dans les prémices. Voilà, il y a on est obligé, vous faites votre métier, hein, le pour, le contre. Il faut bien aussi, on peut pas être que pour et pas argumenter dans les deux versions. Donc moi, je comprends votre métier, mais on sera vraiment dedans le jour J et aux premières médailles quand ça va déclencher.
Mais c'est bien aussi d'avoir ces opérations que je qualifierais de mobilisation grâce aussi à celles qui sont initiées par le conseil départemental. Sylviane, c'est quoi, j'ai envie de dire, cette archive textile? C'est vraiment une archive. Parce que quand on m'a demandé d'amener quelque chose, qu'est-ce que je vais trouver? Parce que 92, c'est loin quand même. Et puis j'ai retrouvé un sweatshirt. Alors, je pense que vous êtes le même. Alors voilà, c'était un... Et ce midi ou hier, à la télévision, on nous a montré les tenues Coran. Oui, exact, ouais. Nous, on n'avait pas de tenue, mais ça, c'était notre tenue. Quand on sortait, on avait ça. Et je suis pouffée de rire parce que on s'en foutait. Hein. Mais c'est bleu, blanc, rouge et c'est chouette. C'est bleu, blanc. Et moi, je suis très cocorico, alors bleu, blanc, rouge, je pense que ça m'allait bien. Excellent. On va vous applaudir très fort, tous les trois. Merci beaucoup. Restez pas très loin quand même parce que à la fin, je pense qu'on fera une photo de famille avec tout le monde. Donc restez pas loin, surtout ne vous en allez pas avant. Merci tous les trois. On va vous applaudir encore très très fort. Il y avait Sylviane Luçon, Laurent Brochard, Laurence Le Boucher. Et mesdames et messieurs, nous allons avoir tout de suite place à notre deuxième plateau qui va y venir. Réponse par l'image. C'est parti, deuxième plateau. Karaté, Leila Hurto nous rejoint. Merci de l'accueillir par vos applaudissements. Handball, Sylvain Noué nous rejoint aussi. Et mesdames et messieurs, dans le grand bain, Dominique Bataille pour la natation. Prenez place tous les trois. Ah, je vois effectivement que vous avez amené des souvenirs. Tiens, on va faire le bonsoir ensemble. Hop, là il prend le micro. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Tout va super bien. C'était intéressant le précédent plateau, hein, j'imagine. Très intéressant, ça. Et celui-ci va l'être bien aussi. Bonsoir, bonsoir, cher Sylvain, pardon, voilà. Bonsoir à tous. Bon, prêt à ouvrir la boîte à souvenirs, à raconter des émotions, tout? Parfait. Oh là là! Ah, excellent. Bonsoir, Dominique Bataille. Bonsoir à tous. Prêt aussi, vous avez ramené quelque chose de très sympathique. On n'en dit pas plus, on terminera par ça, ce sera bien. Messieurs, micro, bravo pour le timing de la séquence précédente. C'est reparti pour 25 minutes. Et là, on va commencer avec vous. On parlait juste avant de la préparation justement des athlètes, souvent qui se calquent voilà, sur les Olympiades quand il y a vraiment cet objectif. Vous avez vécu les Jeux retardés à cause du Covid. Donc ce calque de 4 ans, déjà c'était une quête de se qualifier. Et là, il a fallu retarder d'1 an. Comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que ça a été difficile de se dire, voilà, moi j'ai calqué ça pour 2020 et il va falloir repousser? Comment on vit ce moment-là? Alors, effectivement, c'est un moment qui est assez difficile parce que là, ça a été moment Covid. Alors déjà, tout s'arrête. On s'entraîne beaucoup moins parce que c'était quand même 2 à 3 entraînements par jour. Il y avait en plus de ça, pour moi, les études qui étaient très présentes. Et d'un coup, plus rien. Et on se dit, mais les Jeux, est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas? On commence à faire des entraînements en visio, donc avec les voisins qui râlent un peu parce que forcément ça fait du bruit. Et à un moment, on apprend, ça tombe, les Jeux Olympiques sont repoussés. Et là, je me dis, mais je vais avoir terminé mes études. J'avais des projets un petit peu après. Je me dis, mais est-ce que je continue ou pas? Et là, c'est le gros point d'interrogation où tout est remis en question. Et mon entraîneur, du coup Didier Moreau, il m'appelle et il me dit oui, tu as vu, les Jeux ils sont repoussés. Alors du coup, on va prévoir ça comme ça, c'est une bonne nouvelle. Il essaie de mettre du positif et il sent qu'il y a un blanc. Et au bout d'un moment, il me dit on se rappelle, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Et heureusement qu'il a fait ça. Donc pendant 1 semaine, c'était j'arrête tout. C'est bon, laissez-moi tranquille. Il m'a fallu vraiment du temps et au bout d'1 semaine, je me suis dit non, je peux pas arrêter par rapport à toutes les personnes qui me soutiennent parce que là, je me suis dit mais en fait, je suis là pour l'équipe, j'ai une équipe derrière et oui que je veux aller aux Jeux Olympiques et oui, je vais y aller. Donc au bout d'1 semaine, je l'ai rappelé, je lui ai dit c'est bon, OK, c'est reparti. Et là, j'ai plus jamais remis en question ma décision de continuer. Oui, il y avait vraiment le but de toucher ce rêve olympique aussi. Voilà, il y a un petit moment de faiblesse pendant quelques heures et puis derrière on repart quoi. Alors oui, forcément il y a le moment de faiblesse parce que au bout de
pratiquement 4 ans. On est quand même fatigué physiquement, mentalement, c'est la fin, on est vraiment est-ce qu'on va réussir à se qualifier ou pas, c'est très compliqué et là ça permet aussi à des athlètes qui sont face à nous, qui avaient des blessures, on se dit ils vont revenir. Il y a des athlètes qui justement étaient vraiment au top de leur forme, peut-être qu'ils vont me dépasser, peut-être qu'ils vont passer devant moi et se qualifier à ma place et là je me dis mais ça se trouve ils vont être mieux préparés que moi parce que dans leur pays peut-être qu'ils sont pas confinés. Tout est vraiment remis en question, c'est très très difficile. Donc je pense qu'il y a, en tout cas moi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes où d'un coup on s'est posé la question et les attentes de notre entourage, les attentes du public sont là et pour eux c'est improbable qu'on lâche. Et ça aussi c'est une pression qui je pense est très difficile à gérer. C'est pour ça que moi j'ai eu besoin d'une semaine, j'ai coupé avec tout le monde pour ensuite pouvoir repartir parce que le public me porte et je voulais vraiment être portée avec honnêteté pour aller justement vers ces Jeux Olympiques. Sylvain, on peut l'applaudir. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui l'ignoreraient, on va juste rappeler que vous êtes manceau bien sûr, mais que vous avez été formé au club des cheminots du Mans. Vous avez débuté, vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie au plus haut niveau. Vous avez été joueur international, capitaine de l'équipe de France, avant de connaître le sacre suprême, double médaille d'or aux Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. Justement, vous avez évolué au plus haut niveau en tant que joueur à une période où l'équipe de France n'était pas au plus haut niveau. Est-ce que ça a renforcé votre envie un jour de participer aux Jeux Olympiques et qu'à cela ne tienne en tant qu'entraîneur ? Je pense que j'avais 15 ans, je me suis dit je participerai aux Jeux Olympiques et je serai champion olympique. C'était à cette époque-là, c'était complètement fou parce qu'à cette époque-là... Vous étiez à l'école à Sainte-Croix, c'est ça? J'étais à l'école à Sainte-Croix avec mon ami Raymond Laville. Et à cette époque-là, la France au niveau du handball était 36e mondiale. Il y avait 3 championnats du monde, A, B, C. Les Français étaient dans le championnat du monde C. Donc le chemin était très, très, très difficile. Et il y a eu un homme extraordinaire. Il y a eu plusieurs hommes extraordinaires. Mais il y a eu un homme extraordinaire qui s'appelle Daniel Constantini, qui a mis le handball français au travail et qui a fait passer la France de la 36e place mondiale à la première place mondiale. Et parallèlement, je me suis formé, moi, pour pouvoir... on ne remplace pas Daniel Constantini, on lui succède. Donc avec Claude Onesta, nous formions un binôme et nous avons succédé à Daniel et il nous avait déjà bien mâché le travail. Et après, il n'y avait plus qu'à. Alors, après, c'est difficile de faire une hiérarchie par rapport à toutes les épreuves olympiques auxquelles vous avez participé, mais s'il y en a une, bon, les deux, vous avez remporté la médaille d'or, quoi, je suppose, ce sont celles que vous retenez. Non, peut-être pas, visiblement. C'est la première. La première, Pékin, c'est la première. C'est tellement difficile de participer à des Jeux Olympiques. C'est tellement difficile de gagner des Jeux Olympiques qu'il faut se mettre dans un état mental très particulier pour être champion olympique. Il faut se mettre dans une bulle où rien ne peut vous atteindre. Et pour vous mettre dans une bulle où rien ne vous atteint et que vous êtes dans un village olympique, il faut être costaud. Il faut être costaud. Nous, entraîneurs, on a tellement de boulot parce qu'on on lève pas le nez de l'ordinateur ou quoi que c'est. Mais quand vous avez les jeunes là qui sont comme ça, beaux comme c'est pas possible, avec toutes les tentations du village. C'est-à-dire du dessert à la cantine. Déjà, McDonald's est gratuit. Coca-Cola est gratuit. Tu peux manger 24 heures sur 24. Juste le reste. Ah, il faut résister, là. Hein. Il y a distribution gratos de préservatifs. Hein. Sylvain, vous disiez... c'est bon ? Sylvain, vous disiez, une fois que vous étiez dans le staff de l'équipe de France, qu'il n'y avait plus qu'à. Néanmoins, la première fois, ça n'a pas été jusqu'au bout. Vous avez terminé 5e. La fois d'après, ça a été la bonne. Quelle est l'émotion qu'on ressent quand enfin on décroche la médaille d'or en 2008 ? Alors, l'émotion, elle est particulière parce que quand vous êtes champion olympique, le staff n'a pas de médaille. Vous ne montez pas sur le podium.
C'est cruel, mais c'est ainsi. Alors la fédération nous a fait des copies de médailles, mais ce sont des copies. Ce n'est pas la médaille. Bon, j'ai le pins quand même de champion olympique, qui est très rare, hein. Mais la médaille, c'est une fausse médaille. Donc, mais vous êtes champion olympique quand même, attention. Mais bon, elle n'a pas le cordon, elle n'a pas la belle boîte qui va avec. Et la particularité, comme je disais, pour être champion olympique, c'est vous rentrez dans une coquille, dans une bulle hermétique. Vous êtes champion olympique, vous faites la fête. Vous rentrez chez vous. Les joueurs, ils ont un autre objectif. Ils rentrent dans leur club et une semaine, 15 jours après, ils ont leur championnat qui débute. Vous, ça fait 3 mois que vous mettez pas la main à la poche, que vous conduisez pas, que vous faites hôtel, gymnase, hôtel, et au bout de 3 mois, vous vous retrouvez tout seul chez vous sur votre canapé, et là, la chute. Et là, vous retrouvez justement des gens avec lesquels vous aviez coupé toute relation aussi pendant un certain moment, parce que j'ai cru lire justement dans un article que vous, volontairement, vous coupiez de tout pour rester dans votre bulle quand vous étiez aux Olympiques. Même loin de la famille, je crois. Même la famille. Quand vous êtes à Pékin, donc la famille, elle a qu'une seule envie, c'est de vous entendre. Donc tous les soirs, elle a envie que vous téléphoniez. La femme, elle a envie de vous entendre. Les enfants, ils ont envie de vous entendre. Et pas vous. Vous êtes sur votre ordinateur et vous vous dites « Quelle heure il est en France? Il faut que j'appelle. » Et vous n'avez rien à dire. Et j'ai cassé la voiture. Mais je m'en fous que t'aies cassé la voiture. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Leïla, peut-être pour aller sur votre cas, vous avez vécu des jeux justement isolés où cette bulle était créée artificiellement autour de l'événement. Est-ce que vous étiez dans le même état d'esprit que Sylvain, ou alors justement vous aviez envie peut-être d'interaction à un moment donné? Alors effectivement, c'était un petit peu particulier. Et puis pour moi, c'était mes premiers jeux, mais malgré le fait que c'était mes premiers jeux, on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre, de pas comme d'habitude. Et forcément, je m'étais dit, je vais rester dans ma bulle. Mais c'est juste impossible parce que j'avais fait toute ma préparation mentale sur Laura Gay, sur un moment de sa carrière, parce que j'adore cette athlète. Et j'arrive aux Jeux Olympiques, l'ascenseur s'ouvre, c'est elle. Et là, je la regarde, elle me regarde, elle voulait passer, moi j'ai bugué complètement, je la laissais même pas passer. Donc hop, elle m'écarte un peu, je remonte, j'appelle directement mon préparateur mental, je lui dis oh, je l'ai vu directement. Il me dit mais tu lui as parlé? Je lui dis non. Il me dit bah essaye la prochaine fois. Je dis promis. Je reprends l'ascenseur, à nouveau elle. Et là, je la regarde, pareil, je bug. Donc, elle m'a pris pour une débile, je pense. Mais en fait, je sais que ça a été très difficile pour moi de me mettre dans ma bulle. Surtout que l'un de mes moteurs, pour moi, c'est le public. Donc, pas forcément les athlètes, mais le public. Là, effectivement, à Tokyo, j'avais pas de public. Et ce que mon club a fait et qui a été repris justement par beaucoup de personnes de la ville du Mans et puis de la Sarthe, parce que ça a été vraiment bien repris, c'est que les personnes m'envoyaient des vidéos de 10 à 20 secondes pour me dire on est là avec toi. Et effectivement, je voulais pas leur parler parce que j'avais pas que ça à faire et puis c'est des sentiments qui sont beaucoup trop forts pour être expliqués au téléphone quand je suis à Tokyo. Mais le fait de voir ces vidéos-là de soutien, ça m'a fait un bien fou parce que le public était quand même avec moi à Tokyo. Donc voilà, c'était un peu un mélange des deux entre je me bloque, je suis seule, je veux être seule et c'est pas possible parce que on en prend plein les yeux, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres particularités? Alors vous étiez au plus au Japon, par rapport à votre discipline, forcément ça parle. Et il y avait aussi le fait que on savait aussi que le karaté n'allait pas être prolongé ensuite à Paris. Donc là, on sait que c'est la seule, quoi. C'est la seule chance. C'est, comme vous disiez, c'est vos premiers, mais en même temps la seule chance. Comment on vit ça? Est-ce qu'on parlait de pression tout à l'heure, de se dire que là, c'est la seule carte. Alors, le parcours a été tellement compliqué, parce que voilà, on a parlé, c'est vrai que c'était pas 4 ans, mais 5 ans. On était aussi que 10 dans le monde à pouvoir participer dans ma catégorie. En tout, c'était 30 femmes en combattantes, parce qu'il y avait 3 catégories de poids. Donc déjà, le parcours, j'étais aux Jeux Olympiques. Pour moi, j'avais tout gagné. Très clairement, la médaille, c'était la cerise sur le gâteau. J'étais aux Jeux, tout simplement. Donc, en arrivant là-bas, j'ai essayé de motiver, de retrouver mon moteur, parce que mon moteur était absent, le public notamment. Et je pense qu'il stresse le plus, pas pendant les combats, parce que là, on est concentré, mais
sur la préparation et l'avant, c'est de se dire, mais si jamais je monte sur le tatami et juste que je me fais un croche-pied et que je tombe avant, toute la France va me voir. Et le monde va me voir, mais moi je pensais qu'à la France, mais c'est vrai que le monde va me voir en train de tomber, ça va faire un mème sur les réseaux sociaux ou je sais plus comment on appelle ça. Et franchement, ça me stressait à un point, c'était inadmissible. Et après, pendant les combats, c'était un petit peu différent. Mais c'est vrai que se faire une bulle pendant les Jeux, j'ai trouvé ça très compliqué. Malheureusement, voilà, je peux pas me préparer comme ça pour Paris. Mais voilà, je l'ai vécu et déjà, je trouve que c'est exceptionnel. J'en ai pris plein les yeux. On peut l'applaudir. Bon. Dominique Bataille. Bon, après ce que vient de dire la jeune karatékate du Samouraï 2000, hein, chère à Didier Moreau, qui lui, en son temps aussi, fut champion d'Europe, et qui fait partie de votre génération, parce que vous êtes un peu le doyen ce soir des Olympiens, puisqu'on va remonter à 1984. Vous étiez sociétaire du club des nageurs du Mans, qui sévissait à la piscine des Sablons. Vous avez été 2 fois finaliste olympique sur les relais, 4 x 100 et 4 x 2. En fait, le stress dont parlait à l'instant Leïla, le téléphone, la visio, tout ça, ça n'existait pas à l'époque, en 84. Comment ça se passait? Alors, comment on vivait l'heure olympique à cette époque? On vivait sans tout ça, sauf que quand on est arrivé donc dans le village olympique, et là on va rebondir un petit peu sur les tentations du village olympique, lorsqu'on a été accrédité, on nous a donné un identifiant et un code. Et quand on est arrivé à l'intérieur du village olympique, il y avait des ordinateurs un peu partout. Et on se connectait et on pouvait être en relation avec les autres copains, avec tous ceux qui étaient accrédités pour les Jeux Olympiques. C'était le premier WhatsApp de l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur on pouvait se communiquer, de s'envoyer de ces messages. Genre, avant la compétition, on ne le faisait pas trop, parce qu'on était quand même pris dans l'ambiance et on avait quand même des résultats à faire. Mais une fois qu'on a eu nagé, la 2e semaine, là par contre, on en a vraiment de profiter de tout ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu les choses, voilà, un petit peu en dehors du village. On est allé à Disney, enfin voilà. On a profité de Los Angeles. Ouais. Alors juste, on va rappeler que c'était l'époque de Stéphane Caron, hein, à l'époque en France, qui dominait. C'était les débuts de Stéphane Caron. Voilà, que vous aviez une marraine célèbre, en l'occurrence, c'était Lynn Renaud. J'ai eu Lynn Renaud à mon bras, ce qui est quand même pas rien à l'époque. Ouais. C'était encore mieux. Ah ouais, mais bon, c'est dit, hein, on la ressortira. Et surtout, en tant que nageur, bien évidemment, mais passionné de basket, vous avez eu la chance de rencontrer un athlète comme Michael Jordan, voire Carl Lewis aussi. Ça, c'était quelque chose, quand on est aux Olympiques, de pouvoir côtoyer des stars, des étoiles. Oui, tout à fait. À la cérémonie d'ouverture, une fois qu'on a eu 2 défilés, on était rassemblés tous au milieu du stade. Et moi, j'avais pris de l'appareil photo. Normalement, on n'avait pas le droit d'amener l'appareil photo, mais j'avais réussi à le planquer. Donc, hop, j'étais rentré et j'ai fait le tour du stade. Et j'ai pris des photos avec Carl Lewis, avec Banks, qui était le recordman du monde du triple saut à l'époque. Et voilà, on s'est baladé un petit peu partout avec les amis nageurs avec qui on était. Et c'est vrai qu'il y avait Michael Jordan aussi. Donc voilà, c'est un moment hors du commun. C'est-à-dire qu'on profite pleinement, du moment, même si ça passe très très vite. Parce qu'en fin de compte, nous, on est arrivé de 10 jours avant, parce qu'il y avait le décalage horaire, donc ils considéraient que le décalage horaire, fallait 1 journée, 1 heure. Il y avait de 9 heures de décalage, donc on était parti de 10 jours avant le début des épreuves. On était la première semaine, et à partir de là, donc on est resté de 10 jours où on s'entraînait 2 fois par jour, donc on allait dans des piscines à droite à gauche dans Los Angeles, des trajets, et ensuite la compétition pendant 1 semaine, et après on est resté 5-6 jours, on est parti avant la cérémonie de clôture, parce qu'on avait les championnats de France de natation qui se déroulaient de 10 jours après. Et il y a 40 ans, la natation n'était pas un sport, on va dire, élitiste en termes de médailles, comme on peut le voir aujourd'hui, où on attend une récolte, encore une moisson aux prochains Olympiques. Alors, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'au départ, on n'était pas dans les favoris, mais on est quand même reparti avec une médaille d'argent au 200 dos avec Frédéric Delcourt et une médaille de bronze avec Catherine Poirot au 100 brasses. Et on a eu la chance, entre guillemets, de la première semaine, il y avait l'escrime et le judo, qui étaient les disciplines phares à l'époque, et qui ont eu des mauvais résultats.
Et avec les résultats qu'on a eu nous, je veux dire, même Jacques Chirac est venu nous voir nager, ce qui était quelque chose qui était hallucinant. Il défendait la candidature de Paris à l'époque. Il était venu à Los Angeles, parce qu'il voulait faire les Jeux en 92. Et donc, il était venu nous voir nager, ce qui était quelque chose, je veux dire, hors du commun, quoi. Jamais il y avait personne dans les tribunes. Et là, Jacques Chirac était venu nous voir. Il est venu nous féliciter. Donc voilà, il y avait des choses qui n'appartiennent qu'aux Jeux Olympiques. Merci Dominique. On peut rappeler qu'il y a Pierre Roger aussi, qui est du Lude, qui a participé aux Jeux Olympiques. Pierre Roger, que j'ai connu grand comme ça, à l'époque où l'été, on allait avec les copains à la piscine de Dulude. Et voilà, et qui a perduré au niveau de la natation sartoise aux Jeux Olympiques. Merci Dominique. Dominique, ça va arriver. Dominique, vous vous entraînez aussi maintenant des jeunes. Est-ce qu'on conserve, une fois qu'on a fait les Jeux Olympiques, une sorte d'aura d'Olympien, et est-ce que c'est quelque chose qui reste présent et que vous ressentez encore aujourd'hui? Alors oui, c'est sûr. Alors je n'ai jamais entraîné, mais je suis à Montpellier depuis 2010. Je suis enseignant d'EPS, je suis prof d'EPS, dans un lycée sportif où il y a des horaires aménagés et on a un partenariat avec les clubs de Montpellier, le rugby, le foot, la natation. Enfin, il y a 70 à 80 clubs qui sont partenaires. Et à l'intérieur, donc, les clubs de natation ont leurs jeunes qui sont au lycée. Et c'est vrai que, bon, il y a certains qui me connaissent. Et c'est vrai qu'ils viennent souvent me voir en me disant, monsieur, vous avez fait les Jeux Olympiques. Et tout de suite, il se passe quelque chose. C'est vraiment un événement qui catalyse, je veux dire, de plein de choses au niveau des jeunes, même les plus retors, je veux dire, voilà, ça imprime quelque chose. Et vraiment, c'est toujours sympa de en discuter avec les jeunes qui ont aussi, pour certains, la volonté d'aller au jeu à travers leur discipline. Et Leïla, même question. Vous êtes assistante de direction maintenant au Samouraï 2000. Est-ce que pareil, les jeunes parfois viennent vous voir ou justement ne viennent pas vous voir parce qu'ils sont impressionnés et vous êtes la dame à l'intérieur de l'ascenseur maintenant pour eux? Alors, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les jeunes qui ne me connaissent pas du tout. Quand j'arrive, je dis quelque chose pour X ou Y raison. Je me regarde d'un air, c'est qui la dame qui est en train de me parler? Et après, je vois en général les copains qui font... Et là, le regard, il change complètement. C'est « Oh, j'ai fait une bêtise ». Au contraire, il y en a qui effectivement viennent, savent qui je suis. Avant d'aller aux Jeux Olympiques, on se connaissait, on parlait très librement. Et là, ils arrivent tout timides, ils osent à peine me dire bonjour. C'est vrai qu'il y a plusieurs réactions. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est le partage. Donc c'est vrai qu'en général, voilà, je partage assez facilement, je parle très très librement. Du coup, ça permet aussi d'avoir des valeurs fortes que je peux transmettre. Et là, les jeunes, au fur et à mesure, ils s'habituent aussi à moi, au fait que je sois allée aux Jeux Olympiques. Et ils viennent aussi me voir pour des petits conseils sur des compétitions ou autres, justement, comment concilier les études et les compétitions pour pouvoir performer. Et ça, c'est toujours plaisant. Ça fait vraiment plaisir. Sylvain, vous avez été également prof de PS, je crois. Est-ce que l'Olympisme met encore des étoiles dans les yeux des jeunes, des gamins ou de ceux que vous avez pu entraîner et que vous entraînez encore aujourd'hui? Oui, l'Olympisme est... c'est particulier comme question quand même, hein, parce que le jeune a tellement d'outils à sa disposition que malheureusement, pour beaucoup, le sport, ça veut rien dire du tout. Et quand on dit qu'il faut bouger 30 minutes par jour, il y a des mômes qui te regardent, t'es lunaire quand tu lui dis ça. Donc je dirais que je trouve que c'est plus clivé qu'avant, beaucoup plus clivé qu'avant. Merci Sylvain. Très très bonne question. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs, encore Leïla, Sylvain et Dominique, qui restent là. Car voici le moment de l'échange avec vous. Et même chose, avez-vous une question à poser? Et puis, oui, sentez-vous libre d'aborder le sujet qu'il vous plaît au niveau, je sais pas, de plein de choses. Le vécu pendant les Jeux, l'approche, les lendemains, c'était très très intéressant tout cela. Et comme tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de lever le bras. Le micro vous arrive, mais franchement, profitez de la chance que l'on a ce soir d'avoir une belle brochette de champions, là encore, pour poser une question. Bon, mesdames et messieurs, qui lève la main?
Vous? Non? Laurent Broll, tu peux, Laurent, poser une question si tu le souhaites. Mesdames et messieurs, qui souhaitent encore... non, de ce côté-ci peut-être? Ah oui, parfait. La lumière ne me permettait pas de vous voir. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Catherine. Vous habitez où, Catherine? Juste pour savoir. Le Mans. Le Mans, parfait. Votre question? Je voulais simplement savoir si, parce que là vous êtes dans la vie active, est-ce que vous avez gardé des contacts avec des compétiteurs que vous avez pu rencontrer lors des Jeux? Alors pour ma part, je joue tous les lundis au tennis avec Frédéric Delcourt, qui était donc médaillé d'argent aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc on continue à se voir régulièrement, parce qu'on habite à Montpellier tous les deux. Donc on continue à se voir. Après, j'avais croisé Vincent une ou deux fois à certains matchs, donc ça me fait plaisir de le revoir. Voilà. Et également aux Jeux au village olympique, on était dans le même bâtiment que les basketteurs. Donc à l'époque, Eric Beugnot, Greg Ostrowski. Ah ouais. Et ça m'est arrivé de les recroiser à l'époque où ils jouaient à Monaco. Voilà, donc il y a des liens qui se créent et on se retrouve au hasard de rencontres ou de cérémonies comme aujourd'hui. Vu votre taille, vous auriez pu vous mêler à eux, que on n'aurait pas vu la différence. J'ai joué un tout petit peu, mais en UXL, mais vraiment un petit niveau. J'étais sous le panier, j'arrivais à mettre des paniers, mais j'étais pas très adroit. Vous mesurez combien? 1,93. 1,93. Voilà, ce qu'on appelle un grand champion, très clairement. Allez, merci. Autre question. Merci en tout cas pour cette question. Pardon si je fais ça, mais c'est juste par rapport à l'éclairage que l'on voit un bras qui se lève. Ce serait bien. Une fois, deux fois, trois fois. Bon. Je peux rajouter vous ne pas allumer une question. Sylvain, je vous en prie. Sylvain, il y a prescription maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez rencontré sur votre route un joueur difficile à gérer en équipe de France? Très difficile à gérer. Tu veux qu'un seul nom? Est-ce qu'on pense au même? Ça commence par un J, non, c'est ça? Non, c'est la répartition des rôles entre Claude Onesta et moi était vraiment très bien faite. C'est-à-dire que moi, j'étais l'entraîneur, je m'occupais que de ça, et lui, il s'occupait que des cassos. Ah, d'accord. Super. Et ça a marché. Et ça a marché, ouais. Ouais. Non, je voulais juste, avant de rendre l'appareil, tout va bien, tout va bien. bien. Parole, ouais. Que vous imaginiez un peu ce que c'est que la vie au village olympique. Il y a 14 joueurs qui sont répartis, donc 2 x 7, dans un appartement qui fait 65 mètres carrés. Un chiotte, une douche. La cuisine, c'est des chambres. Le salon, c'est des chambres. Les chambres, c'est des chambres. Le hall, c'est une chambre. Pendant 15 jours. Mais ça, c'était en Chine, non? Uniquement? Non, partout? Enfin, les 3 fois que j'ai fait, c'était ça, moi. Donc, il faut vraiment être costaud mentalement, de manière à rester focus par rapport à la volonté d'être champion olympique. C'est vraiment très, très difficile. Vous êtes venu avec un souvenir. En tout cas, vous, messieurs, là, j'ai pas l'impression. Si. Ah, alors vous êtes tous les trois venus avec un souvenir. Quel est ce souvenir, Dominique? On peut commencer avec vous, pourquoi pas? Voilà, c'est la mascotte des Jeux de Los Angeles, l'aigle américain. Voilà, c'était... J'en ai ramené 2 ou 3, notamment à mon entraîneur du Mans à l'époque, Jackie Le Breton, qui m'a formé. C'est grâce à lui que je suis arrivé là où je suis arrivé. Donc voilà, je lui avais ramené une petite mascotte et puis d'autres petites bricoles, voilà, pour lui marquer mon attachement et ma reconnaissance par rapport à toutes ces années qu'on a passées ensemble. Très joli cadrage en même temps sur l'écran derrière. Allez-y, Sylvain, gardez le micro. Au contraire, vous l'aviez. Bon, alors allons-y, Leïla. Alors, moi, c'est tout simplement... là, j'ai les chaussures des Jeux Olympiques et j'ai eu beaucoup de mal à les mettre parce que je les ai eues et après les Jeux, j'ai eu une période où j'ai eu besoin de me recentrer sur moi-même, où vraiment ça a été assez difficile même d'assumer d'avoir fait les Jeux Olympiques. C'était un petit peu compliqué. Et après, donc, j'ai été assistant de direction au Samouraï 2000 et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai fait les Jeux Olympiques.
oui, ça me fait plaisir et ça peut me porter et porter d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, je les ai mises et je les mets tout le temps. Du coup, elles sont un peu déglinguées. Mais mais maintenant, en fait, je les mets pratiquement tout le temps et j'en suis fière, tout simplement. Donc à un moment, il faudra bien que j'arrête de les porter. Donc il va falloir lever un tout petit peu la jambe, hein, voilà, que l'on voit effectivement ces chaussures très bien, mais qui vieillissent bien quand même. Hein. Waouh! Il y a même un petit crocodile sur le côté pour savoir de quelle marque elles sont par rapport à leur résistance à l'usure. Ah, moi j'ai hâte, cher Sylvain Noué, de savoir ce qu'il y a dans la mallette. Ça, vous vivez avec. Pendant 15 jours, vous avez ça autour du cou. Si vous n'avez pas ça dans le village, vous ne pouvez pas circuler, vous ne pouvez pas aller aux compétitions, vous ne pouvez pas vous entraîner. Donc ça, c'est votre passeport olympique. Comme aux 24 heures du Mans. Oui, pardon. Comme aux 24 heures du Mans, pareil. Voilà. Mais pendant 15 jours. Il y a plein de pins hein, au passage. Oui. Ouais. Et puis ça, je vais avoir besoin de votre aide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a démonté le plateau de Canal+. Ah oui. Waouh. Dans le sens. Yeah. Voilà le vestige du plateau de Canal+, démonté par les handballeurs champions olympiques. Excellent. C'était vraiment les barjots, quoi. Hein, les barjots. Les barjots, oui, très clairement, non? Les experts, pardon, oui, mais les experts du démontage, c'est pareil. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On a adoré vos témoignages. Merci d'avoir joué le jeu comme cela. Parfait. Reste avec nous, hein, bien entendu. Ah. Jamais 203. Voici, mesdames et messieurs, l'heure du troisième plateau. Qui va nous rejoindre? Eh bien, là aussi, la réponse par l'image. Et vos applaudissements également. Les Sartois au JO. Manon Ouette, handball. Alors, Thomas Carlil n'est pas là, n'a pas pu nous rejoindre, mais on peut l'applaudir quand même pour son excellent parcours. Vincent Collet pour le basket. Et, mesdames et messieurs, Laurent Bousquet va faire connaissance avec un personnage étonnant aussi. Il s'agira d'équitation. Cher Manon, prenez un micro, on va se partager les bonsoirs maintenant. Bonsoir. Il fonctionne, n'ayez crainte, c'est le micro Ferrari, il est rouge. Bonsoir. On m'entend? Oui, on vous entend bien. Bonsoir tout le monde. Bon, merci d'être là, ça va? Très bien, merci beaucoup. Vous avez passé une bonne soirée jusque-là, à écouter ce qui s'est dit avant? C'était très intéressant. Un petit coup de cœur pour Sylviane quand même. Pas se mentir, mais tout était très intéressant. Bonsoir Vincent Collet. Bonsoir. Bon, la soirée se passe bien. Vous réalisez qu'on est à J-100 au passage? Pardon? Vous réalisez qu'on est à J-100? On est obligé, si on écoute un peu la radio ou qu'on lit les journaux. Ouais. Oui. Et puis surtout, depuis que le tirage au sort a eu lieu, l'excitation est beaucoup plus présente. Voilà, on sent les choses se concrétisent, on peut avancer. Et en tant que coach, on cible les adversaires et on est déjà dans la compétition en fait. Très bien. Bonsoir. Laurent Bousquet, prenez le micro. Bonsoir. Rappelons-le, vous avez fait combien? 8 Olympiades? Vous avez participé à 8 Jeux Olympiques? J'ai vécu 8 Olympiades, voilà, aussi bien en tant qu'athlète que coach. Mais avec plein de drapeaux différents. C'est ça qui est une particularité chez vous. Oui, c'est peut-être un parcours peut-être un peu singulier, puisque j'étais cavalier de l'équipe de France pendant pas mal d'années. Et ensuite, je suis passé entraîneur progressivement. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'entraîner l'équipe de France, l'équipe de Belgique et l'équipe du Japon. Voilà pour cette première présentation. Mais les questions, les vôtres, messieurs, c'est à partir de maintenant. On repart pour 25 minutes. Bonsoir à vous trois et on va commencer avec Vincent, si vous le voulez bien. Avant de parler terrain un petit peu plus tard, peut-être parler des à côté comme on l'a déjà un petit peu fait ce soir. Vous avez participé à 3 Olympiades. Lesquelles ont été les plus marquantes en termes de contexte, d'environnement, de rencontres humaines aussi peut-être? Est-ce qu'il y en a une qui sort des autres? Comme l'ont dit mes prédécesseurs, la première est déjà
Voilà, parce que quand on est sportif, les Jeux Olympiques, c'est un accomplissement, c'est quelque chose auquel on rêve depuis ses plus jeunes années. Et c'était le cas aussi pour moi. J'avais pas pu les faire comme joueur. Voilà, j'étais en 84, j'étais dans la présélection, mais j'avais été parmi les derniers écartés à juste titre. Mais malgré tout, je ne les avais pas fait. Donc le fait d'aller à Londres était extraordinaire et j'ai un souvenir éternel du tour dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. J'avais l'impression d'être en lévitation. Et Christian Balzer m'en avait parlé, lui qui les avait fait, je crois, en 60 à Rome et peut-être même en 56 à Melbourne. Et il m'avait dit que c'était quelque chose d'incroyable et j'ai pu le mesurer à ce moment-là. Donc j'ai fait aussi la cérémonie d'ouverture à Rio, mais c'était déjà pas quand même pareil parce qu'en fait, on sait pas qu'on s'habitue. Ça reste un moment exceptionnel, mais c'est pas comme la première fois, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fantastique. Après, il y a le village. Ce qui est fantastique au village, c'est qu'il y a tous les sports et que on voit nos stars. Voilà, moi j'ai vu, il y avait Dominique tout à l'heure, j'ai vu Phelps la première fois. Quand même, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Et puis j'ai eu la chance aussi à Rio de voir Usain Bolt, voilà, qui n'était pas au village, mais qui était venu une fois ou deux. Donc au restaurant olympique où souvent on peut manger à 3000 quand même, hein, c'est quand même c'est quelque chose. Donc dans les à côté, il y a ça aussi, c'est que ce que disait très justement Sylvain, c'est difficile de garder la concentration pour la compétition. Dans un championnat du monde, l'équipe mange à des heures régulières, tout le monde ensemble. Là, il faut faire beaucoup d'efforts pour garder cette routine. Parce que tout est un peu compliqué, la vie au village n'est pas si simple, il faut se donner vraiment des rendez-vous précis, il faut que tout le monde respecte, et c'est plus difficile que dans des compétitions internationales classiques. Mais sinon, après, ça reste à peu près pareil au niveau de la compétition en elle-même. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est pareil. Dominique l'a dit tout à l'heure, a effleuré le sujet 1984. Il y avait donc 3 Monceaux en équipe de France de basket, hein, Stefano Skrowski, Grégor et Éric Beugnot. Tu as parlé de Christian Balzer, 56-60, mais 1984 aussi s'est déroulé au Mans le tournoi pré-olympique de basket, dont tu te souviens, vous sortiez d'un titre de champion de France en 82 avec le SCM de l'époque. Ça, c'est quelque chose qui t'a peut-être marqué parce que je sais que tu as un Olympien convaincu, un collab sur le Tour de France cycliste, un collab sur plein de choses. Et ça, je pense que ça devait être ton rêve un jour de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Oui, ça très très clairement. C'était bon. En fait, moi, ma première rencontre avec les Jeux Olympiques, c'est 72 Munich. Voilà, j'avais 9 ans. Et là, je les ai regardés à la télé de A jusqu'à Z. Je me rappelle quand Guy Drut a pris la médaille d'argent et après, 4 ans après, il gagne à Montréal devant Casanas. Et bon, je regardais tous les sports aussi. J'étais assez éclectique. Bon, t'as parlé du vélo. Je les connais moins bien les derniers, hein, mais jusqu'à 2000, je suis pas mal, c'est vrai. Voilà. Mais c'était pareil. Le fait d'être c'est ça qui est extraordinaire quand tu arrives aux Jeux Olympiques pour quelque athlète que ce soit de n'importe quel sport, c'est que tu rencontres toutes les autres stars que jusque-là tu ne connais pas, que tu as vu, et tout le monde est ensemble. Il y a une sorte de communion, et c'est vrai que c'est très particulier, et c'est ce qui rend les Jeux exceptionnels et si impressionnants. Manon, même question. Rio, donc pareil, village olympique, comment on découvre ça? On a eu un message tout à l'heure de Jo-Wilfried Tsonga au début, qui nous a raconté récemment dans un entretien au Maine Libre à Ouest France que vous êtes rencontrés là-bas pour la première fois entre sportifs sartois. C'est dans le village olympique que vous vous êtes vus pour la première fois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette anecdote? Ouais, c'est une de mes anecdotes préférées, forcément. Moi, j'ai toujours été fan de Jo-Wilfried Tsonga depuis que je suis gamine, parce que j'ai commencé par le tennis. Et du coup, en arrivant aux Jeux Olympiques, j'avais cette pensée de me dire, peut-être que je vais le croiser, mais est-ce que je vais encore une fois oser aller lui parler?
Et en fait, c'était vraiment, c'est organisé sous forme de bâtiment, et en bas, puisque ensuite ça va devenir des habitations, il y a des bancs, il y a toute une installation. Et un jour, je suis allée le voir et je lui dis, bah voilà, je m'appelle Manon, je viens de la Sarthe comme toi et tout. Donc vraiment toute timide, et il a été trop cool, et on a parlé pendant 1 heure, et depuis on a eu l'occasion du coup de se recroiser parce qu'on est dans la team Adidas tous les deux, donc ouais, très belle personne, très belle rencontre, et en effet c'était l'occasion d'aller lui parler, donc je suis contente d'avoir osé à ce moment-là. En fait c'est particulier parce que on est fan de quelqu'un, mais sur le moment on arrive aux Jeux Olympiques et là on a le même jogging, on a les mêmes objectifs, et peu importe le passif, et on se retrouve avec là c'était Tony Parker, Ngapet, les stars, mais personne n'a de médaille olympique encore, tout le monde a le même objectif, et ça remet un peu les compteurs à zéro, et du coup c'est chouette, ça rend les rencontres beaucoup plus simples. Parce que vous rencontrez des stars, mais vous pouvez être aussi vous la star de quelqu'un d'autre finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de, comme on dit, des fois c'est aussi c'est forcément à la base la fête du sport amateur, et il y a certains sportifs, c'est ce que disait Joe, il nous disait des fois je m'arrêtais moi pour signer des photos, et ça me paraissait complètement improbable en fait. Ouais, alors j'ai pas vécu ça, on va pas se mentir quand même. Personne qui était fan de moi aux États-Unis ou quelque chose, mais. Oui, mais avec la médaille après ça a changé. Non, mais par contre il y a des superstars en effet dans le village, et c'est ça. C'est-à-dire que Bolt, les tennisman, hyper connus, les basketteurs américains, il y a des superstars à l'intérieur du village, et là tu te dis c'est vraiment des stars mondiales. Donc ça c'était chouette de les croiser. Puis c'est cool dans le village. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a tous les physiques. Moi ça m'avait vraiment impressionné. C'est que t'as des tout petits, des grands, des gros, il y a tout. C'est vrai. Mais c'est cool parce que du coup ça rend le sport tellement, je sais pas, tout le monde peut faire du sport et arriver à ce niveau-là. Seulement voilà, faut choisir sa discipline un peu en fonction quoi. Malgré tout. Manon, on l'a pas dit, vous êtes originaire de Ciel-Guillaume. Ouais, vas-y, Vincent, je t'en prie. À Rio, à côté de la tour de l'équipe de France, il y avait un court de tennis. Et on était arrivé donc 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, et on va se balader pour voir un peu le village, découvrir. Puis on voyait un mec de dos qui jouait, puis on trouvait quand même qu'il jouait bien. En fait, c'était Djokovic, donc il jouait vraiment bien. Ouais. Excuse-moi. Ouais, Manon, je disais, tu es originaire de Ciel-Guillaume. On parlait tout à l'heure de stars qu'on rencontre, on signe des autographes. Est-ce que justement à Ciel-Guillaume, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes aussi, comment ça se passe? Puisque oui, là par contre, oui. Ouais. Là, j'ai ma petite notoriété dans mon village, quand même. Oui, j'ai eu la chance d'avoir aussi, il y avait une affiche qui était sur le mur de la mairie à Ciel-Guillaume pendant quelques années, et qui a une affiche mais c'était très important pour moi. Je trouvais que c'était une vraie reconnaissance aussi de la part de l'endroit où j'avais démarré. Et puis maintenant, elle est dans le gymnase où j'ai commencé. Donc tout ça, c'est très symbolique pour moi, et c'est toujours un plaisir de revenir et de partager avec les jeunes, bien sûr. Et alors, on va repartir de Sillé pour retourner à Rio. Je crois que vous aviez une autre anecdote avec un autre tennisman que Joe-Wilfried Tsonga à la cantine, un tennisman suisse. Ah ouais? Non, sur le... Il me semble, sur le fait que Federer avait provoqué un petit attroupement à la cantine. Ouais, mais en fait, oui, quand je parlais des tennisman, Federer, c'était vraiment, ça fait partie de ces superstars. Mais des anecdotes, j'en ai plein. Je vais pas dire que j'ai oublié des trucs, mais il y en a une qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme je vous disais, il y a un aménagement extérieur, et il y avait, je sais pas si c'est le terme exact, mais un tape-cul. Vous voyez le truc où il y en a un de chaque côté. Et moi, j'ai joué à ça avec Teddy Riner. Donc. J'étais bloqué en haut, quoi. J'étais bloqué en haut, et j'ai des vidéos de ça. Et c'était en toute simplicité. C'était ça qui était génial. Et Teddy Riner, qui était le porte-drapeau, avait cette simplicité. Et vu qu'aussi c'est des sports qui ont des compétitions très courtes, puisqu'il y a plein de sports individuels qui ont une compétition qui dure 1 jour ou 2, derrière, ils passaient leur temps, en fait, à encourager les autres athlètes, à partager avec nous. Contrairement, voilà, c'est nous, les sports collectifs, on commence le premier jour, on finit le dernier, si tout se passe bien. Laurent, bonsoir. Les Jeux, la première aventure, c'était Séoul en 1988. 8 participations en tant qu'entraîneur. Vous avez dirigé les équipes du Japon, de la Corée, de la Belgique, mais aussi de la France. Comment on appréhende les Jeux Olympiques selon les nations? Est-ce qu'il y a la même envie, le même engouement? Est-ce que c'est le même enthousiasme? Comment, vu de l'intérieur, comment vous avez ressenti ça
au gré de vos différentes pérégrinations? Bon, bah déjà, ça ne nous rajeunit pas. Et oui, évidemment, il y a des différences culturelles. C'est vrai qu'entraîner des cavaliers français, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est très différent d'entraîner des cavaliers japonais, par exemple, parce que la technique est la même, évidemment, mais la façon d'aborder, les mots à employer, je dirais même les activités qu'on va faire extra-sportives sont évidemment très différentes en fonction des cultures. Et je dirais même que au sein de l'équipe de Belgique, entre un cavalier wallon et un cavalier flamand, c'est aussi un peu différent. Donc c'est aussi le boulot de l'entraîneur. Et je dois dire que j'ai eu cette chance de pouvoir entraîner des gens de cultures assez différentes. Et c'est très enrichissant aussi parce qu'il faut trouver les bons mots, en particulier quand il y a des échecs, parce que bien sûr qu'il y en a. Et c'est là où l'entraîneur, à mon avis, est vraiment important. Et il faut trouver les bons mots. Et ces mots ne sont pas les mêmes en fonction des cavaliers, enfin des athlètes auxquels on s'adresse. Alors vous êtes installé à Télocher. Il me semble que c'était vous le coach du Japon lorsque le Japon venait s'entraîner en Sarthe, l'équipe nationale, c'est ça? C'était où? Vous êtes bien renseigné. Ouais. C'était où et comment ça s'est passé alors justement? Ils sont restés là, les Japonais, pour combien de temps pour préparer les JO? Pendant plusieurs semaines? Ils sont restés pendant plusieurs années même, hein, parce que donc on a à Télocher avec mon épouse Blandine qui est ici, on a donc une sorte de centre, on pourrait appeler ça un centre d'entraînement où les gens viennent s'entraîner et donc l'équipe japonaise était basée avec nous pendant plusieurs années pour préparer les Olympiades. Et puis, puisqu'on est sur la lancée, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous ferez partie aussi des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Vous êtes d'ores et déjà sélectionné en tant que membre du comité d'organisation, puisque vous avez la lourde charge de participer à l'organisation des épreuves équestres dans le château de Versailles. Oui, alors là, c'est vrai que la sélection est plus facile. Mais oui, c'est vrai que c'est une nouvelle expérience parce que après toutes ces Olympiades que j'ai toujours abordées sous l'angle sportif, hein, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, là j'ai la chance de pouvoir faire partie du comité d'organisation donc de ces épreuves équestres dans le parc du château de Versailles. Et c'est vraiment une autre facette, c'est une autre vision de la compétition. On est dans les coulisses, on est de l'autre côté de la barrière, et je dois dire que j'apprends beaucoup de choses. Et ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qu'il faut mettre en place en amont d'une compétition pour arriver à ce qu'elle se déroule dans les meilleures conditions pendant ces quelques jours. Et non, j'ai beaucoup de plaisir. Merci Laurent. Laurent, j'avais une question également pour vous. À travers les pays dans lesquels vous avez pu passer et par lesquels vous avez pu passer, est-ce qu'il y a une différence aussi culturelle dans la façon dont on aborde l'événement olympique, les Jeux olympiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou alors il y a une forme d'universalité? Oui, il y a une différence évidemment. C'est vrai que, on va dire que l'équipe japonaise est plus facile à cadrer que l'équipe de France. Ça, clairement. Mais je pense que ça ne va surprendre personne. Non, c'est vrai que les Japonais ont cette discipline qu'on a moins en France. Et c'est vrai que dès lors qu'ils font confiance à quelqu'un, à leur entraîneur, à leur coach, ils suivent de façon très disciplinée. Ça a aussi un revers de la médaille, c'est que parfois, souvent d'ailleurs dans les grosses compétitions, il y a aussi de l'improvisation. Il y a un moment donné, tout ce qu'on avait prévu, ça se passe pas toujours à 100%. Et à ce moment-là, il y a le petit déclic qui fait la différence. Le Japonais a peut-être un peu plus de mal à le déclencher. À l'inverse, l'athlète français, il va plus compter sur le déclic que sur une discipline plus quotidienne, on va dire. Donc voilà, plus sérieusement, non, bien sûr que c'est différent. Mais c'est pareil, c'est aussi le boulot du coach de s'adapter, de bien connaître ses athlètes et de gagner la confiance de manière à pouvoir aborder tous ces événements au mieux, quoi. Vincent, justement, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Laurent, le cadrage, c'est aussi la gestion humaine. Comment ça se passe quand on a coaché une équipe de stars, finalement? Des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont élevés toute l'année au pinacle de leur discipline. Est-ce que ça se fait quand même malgré tout, ou il y a quand même des petites particularités selon les individus? Alors déjà, il ne faut pas associer au fait... C'est pas mieux? Ah oui. Je pense que
C'est pas ça qui fait, c'est surtout la médiatisation. Là, on a parlé tout à l'heure de la presse, mais à nouveau, c'est ce qui fait la différence. Mais là où tu as raison, c'est que effectivement, ça peut être une difficulté supplémentaire, mais il faut la surmonter parce que ce qui permet de performer et d'être efficace dans les sports collectifs, c'est le niveau de cohésion de l'équipe. Et donc, même si on a effectivement des stars, comme tu les appelles, c'est quand même leur capacité à être ensemble, à faire les choses ensemble qui va déterminer notre niveau de performance. Et ça sera l'enjeu numéro 1 pour nous. Voilà, on a cette année, je pense, une équipe avec de vrais talents, de vraies qualités. Bon, l'émergence de Wembanyama, bien entendu, mais pas seulement. Voilà, il y a quand même encore des joueurs qui étaient déjà là à Tokyo et qui seront encore là cette année à Paris. Mais malgré tout, le plus difficile va être de se mettre ensemble pour pouvoir rêver grand. Voilà. Tu n'as pas eu les mêmes problèmes que Sylvain et Claude Onesta dans la gestion au niveau du village olympique avec les basketteurs? Il n'y a pas eu d'histoire particulière? Il y en a. Voilà. Nous, ils n'ont pas cassé le studio, mais Evan Fournier a cassé la porte de l'appartement à Tokyo. Et j'ai découvert après coup, quand on reprenait l'avion, après qu'on ait récupéré la médaille d'argent, donc cette porte où en fait c'était que des dessins de moi, avec mes déclarations de tous les briefings. Ils avaient repris tous les bons mots que j'avais pu faire lors des briefings et des briefings. Donc c'était sympa, mais donc forcément on a un directeur qui s'occupait de l'équipe de France et qui était un peu inquiet quand même qu'il ait emmené la porte du village olympique. Je pense que la fédération a dû recevoir une petite note, mais bon, là tu as parlé de grosses sommes, c'est pareil, il a payé le surcoût pour l'avion aussi sans problème, mais il l'a emmené chez lui quand même. Il l'a ramené en France. Du coup, on va peut-être rester à Tokyo parce qu'il y a eu ce parcours. Tu disais dans une interview à Ouest France il y a quelques jours que c'était sûrement la compétition la plus aboutie sous tes ordres. Depuis que je suis en équipe de France. Voilà, avec 2 rencontres contre Team USA, une victoire et la défaite en finale. Ce fameux demi contre la Slovénie avec le contre de Nicolas Batum. Je pense que tout le monde a ça en tête. Comment on vit tout ce parcours? Ce contre aussi, parce que ce contre vous envoie vers une médaille assurée, donc c'est quand même pas rien. Comment tu as traversé toute cette compétition jusqu'à la médaille? C'est beaucoup d'émotions. Bon, les Jeux de Tokyo étaient particuliers parce qu'il n'y avait pas de public, donc on était encore plus entre nous, c'était dans une bulle. Peut-être que c'était facilitant d'un certain point de vue. Voilà, il y avait moins de possibilités en fait de se disperser, comme en parlait Sylvain tout à l'heure. Il y avait une vraie différence par rapport à Rio et Londres, mais après au niveau des matchs, les émotions sont énormes. Quand Nicolas contre Prepelic sur la dernière action, quand je le vois partir au panier, je vois pas Nicolas derrière et je vois tout s'effondrer. Et franchement, je pense que c'était tout s'effondrer. Ça aurait été très difficile d'aller chercher le bronze derrière contre l'Australie, même si on aurait essayé, bien entendu. Mais voilà, c'est ça qui rend le sport extraordinaire, c'est que jusqu'au bout, et par contre, quand il le contre et que la balle part de l'autre côté, là, c'est une joie indescriptible. Mais c'est ce qui est aussi difficile à réaliser, c'est qu'il faut très vite rebasculer. Bon, surtout quand t'es coach, je pense que les joueurs peuvent en profiter un peu plus. Mais moi, une demi-heure après, tu penses déjà à nouveau aux Américains, en plus qu'on a battu. Et ça, je savais que c'était pas une bonne nouvelle, quoi. Parce que déjà, le faire une fois, on s'y attendait pas forcément, mais le faire 2 en 15 jours, et puis on les avait un peu énervés quand même avec le premier match. Donc, on savait que ça serait compliqué. Manon, vous aussi, vous avez connu, alors 4 ans plus tôt, en 2016, un parcours avec des actions décisives, parce que des rencontres très serrées pour finalement arriver jusqu'en finale. Il y avait notamment une victoire d'1 point face aux Pays-Bas en demi.
Et alors vous arrivez en finale, vous perdez contre la Russie, donc il y a cette médaille d'argent dans une défaite. Quel est le sentiment qui prédomine? Est-ce que c'est la déception de ne pas être champion olympique, ou est-ce que c'est la satisfaction de repartir avec une médaille et d'être vice-champion olympique? Bah oui, nous, le parcours est fou parce que personne ne nous attend. Quelques mois avant, on fait en sorte de changer de sélectionneur, de récupérer le sélectionneur d'avant. Ça avait fait polémique. Personne n'a misé sur nous. Ça faisait des années que ça gagnait plus, en tout cas plus suffisamment dans le handball féminin. Donc on y est allé sans pression, ça c'était bien. Et en fait, non, les 2 Olympiades précédentes, je crois que l'équipe de France se fait éliminer au quart de finale, donc le premier match éliminatoire. Et là, en quart de finale, à la mi-temps, on est à -7 contre l'Espagne. Donc on se dit, bon, bah, ça redémarre. Et en fait, remontada en deuxième, prolongation. Et là, explosion de joie, on est en demi, quoi. Et en effet, on a affronté les Hollandaises qu'on n'aimait pas trop parce qu'on les trouvait un peu prétentieuses et tout ça. Donc c'était parfait. C'était parfait. On attendait que ça, de pouvoir les battre. Elles nous avaient battus en TQO, elles nous avaient battus, enfin voilà, au championnat du monde juste avant. Donc cette demi-finale, en vérité, c'était sûr qu'on allait la gagner. On en était persuadés. Derrière, les Russes sont très fortes. Elles sont vraiment. Dès qu'on les prépare, on se rend compte que c'est très fort à tous les postes, que c'est solide, que ça monte en puissance. Contrairement à nous qui fatiguions au fur et à mesure de la compétition. Et pour nous, la nouvelle génération. On est très 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 heureuse d'avoir une médaille olympique, et pour les plus anciennes qui avaient déjà fait 1 ou 2 Olympiades, elles étaient tristes, mais après une fois sur le podium, on savoure juste le moment, quoi. Sylvain Nouet tout à l'heure a parlé des retombées médiatiques du handball, et notamment pour la France. En basket, qui est un sport très médiatique, Vincent, comment ça se passe une conférence de presse d'après-match, après un grand match? Combien de journalistes il peut y avoir dans la salle? Est-ce que tu peux nous décrire, pour ceux qui ne connaissent pas l'ambiance un peu? Ça doit être... Pour la finale, c'est pas très différent de ce soir. Voilà, il y avait, je pense, c'était normalement donc à huis clos, mais la finale, il y avait quand même 3-4 000 personnes sur une salle de 20 000 à Tokyo. La salle de Saitama, c'était 20 000 places. Il y avait 4 000 et je pense qu'il y avait déjà 500 photographes. Donc c'était un événement qui était forcément planétaire, couvert, et la conférence de presse également. Et quand la personne qui est tout au fond te pose une question en anglais, et si c'est un Anglais, un Australien, enfin des pays anglo-saxons, ils font aucun effort. Pour moi, c'est difficile. D'une part parce que j'entends pas très bien, et puis d'autre part parce que l'anglais, je le parle, mais quand ça va très vite, c'est un peu difficile. C'est ça, parce que tout est minuté, quoi. Vous avez un programme démoniaque, quoi. Il y a les entraînements, il y a les séances d'interview, tout est vraiment minuté. Il y a le manager, enfin les gens qui sont en charge de la presse. Oui. Alors, et là, il y avait des vraies différences parce que à Tokyo, parfois, c'était un peu folklore. Par exemple, le premier jour, la cérémonie d'ouverture, on a des joueurs qui sont venus à 2 heures du matin au village. Leur bus s'était perdu dans Rio. Donc ça commençait pas bien. On jouait 14 heures le lendemain. Bon, à Tokyo, franchement, je sais pas si on pourra faire aussi bien parce que il n'y a pas eu un seul retard. Le bus pour l'entraînement partait à 10h07. Il fallait pas arriver à 10h08 parce qu'il était parti. Et c'était exceptionnel, mais par contre, toujours tout. Et la salle de basket était à 55 minutes du village olympique. On a mis 55 minutes à chaque fois. Bon, il y avait les voix olympiques, mais non, mais là, il en parlait tout à l'heure, mais les Japonais, c'est quelque chose. Puisqu'on parle de choses pratiques, comment ça va se passer à Paris? Vous êtes hébergé où? Vous allez jouer où vos premiers matchs? Alors, le premier tour se déroule à Lille, dans le stade Pierre-Mauroy, donc comme on a pu faire au championnat d'Europe en 2015, donc on aura le soutien de 27 000 personnes. Le stade Pierre-Mauroy accueillera le handball masculin et féminin à partir des quarts de finale. Et on va inverser. Nous, on va rejoindre Bercy à ce moment-là. Si, bien sûr, on est qualifié pour ces quarts de finale. On croise les doigts. Ce que j'espère fortement. Yeah. Ah là là. Il s'en est dit des choses, il peut s'en dire encore avec vos questions. Et donc, mesdames et messieurs, là aussi, qui veut poser une question? Levez la main. Ici, de ce côté-là. Voilà, parfait. Le micro va vous arriver et sinon... Il arrive. N'ayez crainte. Hop.
Tant mieux, on a hâte de cette question. Bonsoir, on peut avoir votre prénom? Hop. Bonsoir, je m'appelle Linda. Oui. Je suis sartoise par choix, américaine par naissance. Ah. Je voulais juste vous remercier tous, vraiment tous les athlètes, les entraîneurs, pour nous inspirer. Vous êtes pour moi, ma vie sportive est plus courte devant et plus loin derrière. Mon fils qui est un sportif en devenir, mais vraiment merci beaucoup. Votre mental, votre physique, tout ce que vous mettez dans vos carrières, c'est une inspiration. Vous êtes des héros. Ma question, c'est est-ce que vous, en tant qu'ancien et actuel olympien, est-ce que vous avez des avantages pour des Jeux à Paris? Est-ce que vous avez des billets? Il y a des soirées? Pas pour moi, c'est bon, je les ai. Est-ce qu'ils sont invités quelque part? Invités? Est-ce que vous êtes invité par, je sais pas, le président? C'est une excellente question. Donc, les athlètes, on a été prévenus la semaine dernière, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Les athlètes de mon équipe, donc j'ai 12 joueurs, disposeront de 4 invitations chacun et auront la possibilité d'acheter 2 places supplémentaires. Voilà. Et pour le staff, nous aurons un quota de 18 places, mais nous sommes 17 dans le staff. Donc voilà. D'accord. Maintenant, on vous invite quelque part au JO. Vous êtes invité, je sais pas, une cérémonie, Pas encore. Je encore. sais pas si je vais être invité à participer déjà, donc ce serait une première invitation. Donc non, je sais pas, mais je crois que c'est pareil. En tout cas, j'ai entendu que les filles allaient avoir 4 places par joueuse, quelque chose comme ça. C'est NOSF qui octroie. Mais on voit là encore, je crois que Sylvain en a parlé tout à l'heure. Comme lui, je n'ai que la réplique de la médaille d'argent de Tokyo, parce que les coachs, c'est la particularité des Jeux Olympiques où seuls les athlètes sont considérés. Donc les entraîneurs sont les parents pauvres, donc on ne monte pas sur le podium lorsqu'il y en a un. Bon, c'est pas très grave, hein. Moi, quand j'ai vu mes joueurs monter sur le podium à Tokyo, j'étais très heureux quand même. Bon, Laurent Bousquet, vous avez une accréditation qui va bien, vous, pour les JO. Là, en théorie, ça devrait pas être trop mal. Alors, je pense qu'ils vont me laisser rentrer. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais pour en revenir, alors c'est vrai que quand on est du côté sportif, je dirais de la barrière, c'est vrai que les athlètes ont des invitations qu'ils peuvent distribuer à leurs proches, le staff aussi. Quand on est côté coulisses, il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi j'ai une accréditation, mon épouse qui est ici n'a pas de place. J'ai dit on pourrait peut-être pour nos conjoints avoir une place. Non, il n'y avait pas de place possible. J'ai essayé à plusieurs reprises de m'inscrire sur les plateformes pour en acheter, j'ai pas réussi, donc j'ai jeté l'éponge. Voilà. Bon. Merci en tout cas pour votre excellente question. Vous êtes américaine, hein, c'est ça, madame, vous disiez? Parfait. Autre question. Congratulations. Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Jean-Pierre Beaufait. Moi, j'ai une question à poser à Laurent Bousquet, parce qu'on a beaucoup parlé de gestion d'émotions et de morale des athlètes. Comment est-ce que vous faites pour gérer l'émotion et le moral des chevaux? Très bonne question. Oui, parce que on a souvent coutume de dire que l'équitation, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. On est 2. Hein, et c'est vraiment essentiel, et ça ne peut fonctionner que comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette relation de confiance, cheval-cavalier, cavalier-cheval. Et donc, je pense que la majorité des cavaliers sont certainement plus attentifs, en tout cas, au bien-être de leurs chevaux que d'eux-mêmes. Hein, ils y font plus attention. Maintenant, de façon plus pratique, c'est vrai que les chevaux, comme d'ailleurs beaucoup d'animaux, adorent la routine. Ils ont des routines, ils ont des journées qui sont rythmées par leur repas, à heure fixe, et leur sortie d'entraînement, etc. Le pansage, la petite balade qu'ils vont faire avec leur groom pour les brouter, etc. Et ce qu'on essaye vraiment, c'est que dès lors qu'on les a sortis de leur contexte, par exemple la dernière fois on allait à Tokyo, donc il faut imaginer aussi que le voyage en avion pour aller à Tokyo, pour un cheval, c'est pas rien. Et que donc, on les change de fuseau, on les change d'endroit, on les change de climat. Et on va vraiment essayer d'abord d'être très proche des chevaux, évidemment, mais surtout d'essayer de leur faire retrouver le plus rapidement possible
cette routine qui va justement les rassurer et les remettre dans leur quotidien. Mais ça, je crois qu'on peut se rapprocher beaucoup de ce qu'on fait aussi avec les sportifs humains, parce que le sportif humain a besoin de cette routine pour justement ne pas se laisser envahir. On parlait du stress, de la pression tout à l'heure. Je crois que c'est une des meilleures solutions pour lutter contre ça, c'est justement se raccrocher à sa routine et pas se laisser déborder. Mais le bien-être animal est un sujet pris très au sérieux dans l'organisation de ces JO. Alors, c'est pris très au sérieux. Il y a un comité du bien-être animal qui a été mis en place avec tout un tas de personnes très compétentes, dont Jean-Pierre Vogel, qui m'a interrogé là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement nous, on est très attentifs à nos chevaux parce que d'abord, si on pratique ce sport, c'est parce qu'on les aime avant tout. Et que de toute façon, de façon pragmatique, si le cheval n'est pas bien, il va pas performer. Et aujourd'hui, on sait bien aussi qu'au niveau sociétal, le bien-être animal et le bien-être des chevaux est vraiment quelque chose qui est pris en compte, qui doit être pris en compte. Et je crois que tout le monde est très motivé pour y faire attention. Très bien. On avait dit jusqu'à 3 questions dans la salle, on est à 2. La 3e question, on peut applaudir aussi. De ce côté-ci, pardon. Oui, allez-y. Le micro arrive. Alors pour le lève-toi et marche, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir me lever. Claire, alors moi, juste deux petits témoignages. Déjà, j'aurai la chance d'être à Vichy pour le passage de la flamme paralympique. Ah. Donc ça, je pense que ce sera un beau moment. Et puis moi, j'ai un petit peu envie de parler de l'envers du décor. Pour être allé au championnat de France de natation de 2014 à 2018, on a senti monter la préparation des Jeux Olympiques et un côté élitiste trop important qui est arrivé au moins pour le sportif qui, en cours de vie, a acquis un handicap. Et on a trop poussé, je pense, vers les jeunes et un peu oublié des gens un petit peu plus âgés. Et on a un petit peu perdu de ce côté convivial de la compétition, au moins au niveau des championnats de France. Et ça, c'est un petit regret. Parce que, je dirais, quel que soit l'âge, quel que soit le handicap, je pense que avoir un accès à ce type de compétition, c'est important. Bien sûr. Voilà. Et merci de l'avoir dit. On avait dit pas trop tard non plus. Bon, je vois, il est 22h03. Je vais vous poser une ultime question. Tous les trois la même question. Vous répondez la phrase la plus courte possible. Et je repense un petit peu à cette question de pression qu'on peut se mettre avant les JO. Laurent Bousquet, on va commencer par vous. Tout sport confondu, hein, équitation, saut de haie, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que la France va remporter beaucoup de médailles à ces JO? Oui. Alors, je suis assez clair, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai lu dans la presse, il y a des objectifs de médailles qui sont effectivement très élevés, très ambitieux. J'espère qu'on les atteindra. Néanmoins, je pense que si on compare et on verra, on fera le bilan fin août, mais si on compare aux Olympiades précédentes, je pense qu'on peut espérer quand même plus de médailles, parce que c'est vrai que cette pression, c'est quelque chose de positif. Et puis, je pense pas. Un sportif de haut niveau, il vit avec cette pression. C'est pour ça qu'il fait ça. S'il n'aime pas la pression, il s'est vraiment trompé de filière. Et donc, cette pression-là, en France, va donner, à mon avis, une surmotivation qui va amener des médailles. On vous applaudit pour ça. Merci, cher Laurent. Vincent, même question? J'étais il y a 2 semaines au séminaire de l'Agence nationale du sport, dirigé par Claude Onesta, qui travaillait avec Sylvain auparavant. Et donc, il nous disait, en introduction du séminaire, que si on se fie au dernier championnat du monde, la France pourrait remporter 60 médailles, ce qui est l'objectif, alors qu'on n'en avait que 33 à Tokyo et 40 à Rio. Donc ça serait formidable. Maintenant, il faut les remporter. Après, pour la pression, elle est forcément plus forte pour les Jeux à Paris, voilà, parce que les Jeux à Paris, c'est unique. On en a parlé tout à l'heure, 1900, 1924, un siècle. Probablement pas de Jeux en France avant un siècle, donc on les verra pas, les autres. Mais c'est surtout une opportunité incroyable pour une génération. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec Tony Parker. Voilà, il me disait
10 ans trop tôt, probablement, pour pouvoir les disputer. C'est extraordinaire de pouvoir faire les Jeux dans son pays, mais forcément, les attentes sont aussi à l'avenant. Donc, plus de pression, mais il faut se préparer pour ça. Il faut, comme vous le disiez, anticiper et faire face. C'est ça le plus important. Manon Wetz, qui a son micro. J'espère. Maintenant, la pression, oui, mais là, c'est une pression que les athlètes vont pas connaître, qui pourront pas anticiper. Donc, je pense que ça va être quand même compliqué. En tout cas, quand je vois les athlètes, notamment de sport individuel, enchaîner les témoignages pour faire la promotion de l'événement, et qu'on leur redit et qu'ils répètent oui, l'or, je me dis que c'est énormément de pression et que les Jeux Olympiques, il n'y a pas une journée pour se mettre dedans ou pour s'acclimater. Et non, ça démarre et il faut être prêt tout de suite. Dès le début, faut aller jusqu'à la fin, faut pas se laisser distraire. Encore une fois, il y a cet avantage de bulle, nous qu'on vit beaucoup dans le sport co, mais qui est très importante pour performer, je pense, et qui est tellement plus facile à faire quand on est à l'autre bout du monde. Pareil, de pas répondre aux proches. Je suis d'accord, et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué en France. Donc tout ça, ça va être une gestion très particulière et qu'ils vont devoir improviser. Donc bonne chance à eux. Hein. J'avais presque oublié le petit fétiche que vous avez pu ramener au souvenir. Vous avez ramené, il y a quelque chose qui est là? Oui. C'est à vous, ça, Manon? C'est à moi. Ta. Je précise que ça a été ramené par mes parents, qui, si j'avais apporté tous les goodies qu'ils ont ramenés de Rio, j'aurais rempli la scène. Puisque j'ai eu la chance, moi, de participer à des Olympiades où il y avait du public et j'avais le meilleur public du monde puisque ils étaient présents avec moi. Donc, il y a la boîte comme ça qui est un peu cassée parce qu'elle a fêté la médaille elle aussi. Yeah. Et voilà. Ah là là. C'est aussi l'occasion de partager ces moments avec vous et ces souvenirs, mais c'est surtout aussi, je crois, la possibilité aujourd'hui de se dire qu'on va soutenir ces Jeux Olympiques et nos champions. Ça va être un grand moment. On souhaite vous le faire partager. Il y aura pas mal de manifestations prévues dans le département, donc on souhaite vous y associer et puis vous dire très simplement, vive le sport et vive la Sarthe.